Bonjour à tous et bienvenue sur le Cas Frontable. Salut Bonjour Hugo. à tous, salut Jean. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Aujourd'hui, nouveau podcast, vous avez vu, en tout cas ceux qui sont sur YouTube, et si c'est pas le cas, je vous invite à quand même faire un petit tour. On a changé un peu, enfin c'est toujours le même endroit où on tourne les vidéos, donc chez moi, mais par contre là on a rajouté un peu de matos. Voilà, on a commandé des éclairages, ce qui fait qu'on n'a plus la lumière du jour. Maintenant, on va avoir un rendu normalement un peu plus qualitatif. Comme on a dit sur les anciennes vidéos, plus il y a d'abonnés, plus le matos va grandir. Et ben là, Exactement. on a passé les 100, je crois les 150 abonnés. On Il y est a bientôt toujours aux plus de 200 vues là et sur de la likes. chaîne YouTube. Donc ça c'est continue, cool. ça continue. Et de notre côté, on travaille aussi à embellir un peu le à fait. podcast. Et, Puis on améliorera et le le lieu. setup au fur et à mesure. Il y a aussi un nouveau setup qui va peut-être arriver cet été si tout se passe bien. Et puis voilà, on va commander du matos de plus en plus. Je pense qu'on va aussi rajouter un éclairage. On va voir. On va voir comment on va faire ça. Mais en tout cas, voilà. Merci à tous en tout cas pour vos commentaires sur YouTube. Moi, j'en ai répondu à quelques-uns cette semaine. Ouais, moi aussi j'en ai répondu à 100 coups 6. Franchement, très cool. Vos retours sont vraiment positifs. Pareil sur Apple Podcast et Spotify. On a des nouvelles notes 5 étoiles. Donc, très On n'a content pas de aussi. nouveaux commentaires, sinon on vous aurait remercié en vous à citant, fait. mais là on n'a pas reçu encore, donc n'hésitez pas, c'est comme ça que la chaîne va grandir et qu'on pourra se faire connaître de plus en plus. Ouais. Nouveau podcast aujourd'hui, Nouveau podcast. donc ça va être sur 3 actions que l'on n'achètera jamais. Tout à fait. 3 actions, donc on va en présenter 3 chacun, qui ne sont pas les mêmes. Cette fois, on s'est mis d'accord On s'est pour mis ne d'accord. pas avoir, doublons. les mêmes. Et donc là, ça va être un sujet un peu décontracté aujourd'hui. Et vous allez voir, il y a des nouveaux formats dans le podcast aussi qui vont arriver à partir de la semaine prochaine, avec des formats un peu... Enfin, on va rien dire, vous allez découvrir par vous-même. Il y a des nouveaux formats qui vont arriver, il y a pas mal de choses. On a de grandes ambitions pour ce Ouais, podcast. Qui va durer longtemps. Même s'il n'y a pas de vues, on s'en fiche, il va quand même durer longtemps. Bon, il y aura des vues, c'est les intérêts composés. Hein. Nous, on est à fond dans les intérêts composés, et même si on doit faire un abonné par un abonné, ça sera Petit à petit. ça sera petit à petit. Donc 3 actions que l'on n'achètera jamais. Alors forcément, c'est pas parce que on dit dans le podcast qu'on l'achètera jamais, mais si l'action passe du tout, voilà, c'est forcément, on n'est pas, il y a que les cons qui changent pas d'avis. En donc, l'occurrence, moi, je suis quasiment sûr que j'achèterai jamais les 3 que j'ai dit. Ouais, moi aussi, mais bon. Non, il y en a peut-être une dans les tiennes. On va voir. En tout cas, la première, sans plus tarder, je commence. Vas-y, je te Ok. laisse commencer. Donc la première, c'est l'entreprise Renault. Renault. Donc pour ceux qui ne savent pas, un peu pour se recontextualiser, hein, elle a été fondée en 1899 par Louis, Marcel et Fernand Renault. Donc elle date pas d'hier. Renault, c'est parmi les premiers constructeurs automobiles mondiaux avec 46 milliards de chiffre d'affaires en 2023. Et elle construit donc des véhicules, tout type de véhicules, véhicules électriques, à essence, des utilitaires, des camions et des sportives, notamment avec leur marque Alpine, qui sont plutôt jolis pour les derniers modèles, je trouve. Après, c'est pas les sportifs. Ils ont Dacia que je aussi. préfère. Ouais, c'est Pour pas les le... sportifs. Non, là, c'est plutôt pour le low cost Dacia, mais... Mais voilà. Donc ça, c'est pour un peu Oui, puis contextualiser je Renault. pense que tout le monde connaît Renault, Oui. les modèles de Renault. Ouais. Tout le monde a déjà vu une Clio 2 sur la route. L'épave roulante. Et tu l'as eu toi en plus. J'ai eu la Clio 2, c'était T'as ma eu la première Clio 2. voiture, la Clio 2, ouais. Puis moi actuellement je suis sous Clio 3, donc tu vois, on n'est pas... la marque aux losanges quoi. Et une de mes voitures de rêve, c'est l'Alpine des années 60. Hein. Ah ouais? Ah ouais, avec les 4 phares devant, là, en bleu France. Bleu électrique, J'adore. Hein. J'adore cette caisse. Mais ça coûte une fortune. Mais ça coûte une fortune. Mais ça cote de plus en plus apparemment. Ça coûte de Alpine. plus en plus, et si un jour mes dividendes peuvent me la payer, avec Pourquoi grand pas? plaisir. On verra. Donc pourquoi je n'investirai jamais dans cette entreprise? Parce que déjà, premièrement, c'est un secteur qui est très cyclique et très concurrentiel. Des constructeurs automobiles, il y en a énormément. Et on va voir un peu après, je vais vous étayer pourquoi je n'achèterai pas. Mais la cyclicité de ce secteur est impressionnante. La cyclicité, vous allez voir, ça veut dire que les cours vont évoluer. Pourquoi? Parce que la demande de véhicules diffère d'un mois à un autre, d'une année à un autre. Et il y aura plein de raisons pourquoi ça va différer. Déjà, il y a plusieurs points qui me perturbent avec cette entreprise. C'est sa dépendance à l'État, que ce soit au niveau du capital, parce que l'État français est actionnaire chez Renault, et moi, c'est un critère rédhibitoire. Si
l'État est dans une entreprise, je prends peur. Tout particulièrement l'État français, tu vois. Ça aurait été l'État américain, par exemple, chez Lockheed Martin, pourquoi pas. Ouais. Et ça m'intéresse pas trop. Ensuite, les véhicules, notamment en France, l'achat de véhicules, ça va dépendre des aides de l'État. On le sait, en ce moment, il y a beaucoup d'aides, prêt pour achat de véhicules, on reprend ton véhicule, tu as moins 5 000 € sur le prochain véhicule, etc. Ça, ce sont des aides de l'État. Puis il y a aussi beaucoup d'aides pour les véhicules électriques. Ouais, tu vois, pour aider à la transition écologique. Et ça, forcément, dans un pays qui est surendetté comme la France, plus de 3 000 milliards de dettes, tu te doutes bien qu'à un moment, les aides, elles vont s'arrêter. Et on sait très bien que si les aides s'arrêtent, les gens peuvent trouver un moyen alternatif. Il y a les transports en commun, il y a à pied, il y a en vélo. Il y a les voitures d'occasion. Il y a les voitures d'occasion, tu vois. Et tout ça, ça va faire que les ventes peuvent diminuer drastiquement d'une année à l'autre, en fait. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui m'inspire pas du tout. Mais c'est pas tout, on va voir ça tout de suite après. Pourquoi je n'achète jamais Renault aussi les chaînes d'approvisionnement, c'est un secteur qui est très cyclique, comme je vous l'ai dit, mais qui dépend également d'autres pays. Donc déjà, on dépend de notre pays, que ce soit au niveau des aides, du capital, etc., mais aussi de la suite supply, c'est comme ça que Supply chain. La chaîne d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement. On l'a vu, il y a des tensions en mer Rouge, de la piraterie, etc., des conflits russo-ukrainiens. Tout ça, ça va poser problème, et ça pose déjà problème dans les chaînes de construction d'automobiles. Par exemple, on avait vu Tesla fermer son usine provisoirement à Berlin pour cause de piraterie en mer Rouge. Donc, un problème qui se passe à plus de 3000 km va poser problème dans notre pays et forcément sur le cours de l'action. Problème d'approvisionnement, on l'a vu aussi après le Covid, la fin des semi-conducteurs. En tout cas, c'était très compliqué de s'approvisionner. Peugeot avait dû remodeler ses voitures en arrêtant l'espèce de pad ultra tactile, etc. Ils avaient dû faire un truc un peu plus old school. Forcément, ça baisse en gamme, ça baisse en prix et le cours baisse. Problème d'état, chaîne d'approvisionnement. On peut parler aussi du cours de l'action. Renault, avant de parler des chiffres. Oui, effectivement. Tu as dû le voir un peu, à mon avis. Donc, le cours de l'action, il est très cyclique également. Et puis surtout, il est plat. Il est plat. Ça fait 20 ans que le cours de l'action, il bouge. C'est ça. Il y a une linéarité, pour ceux que ça intéresse, de 0,21 contre 0,83 pour le S&P 500. Ouais. Est-ce que tu veux expliquer rapidement ce que c'est la linéarité ? La linéarité, c'est tout simplement la corrélation entre la courbe et... Alors, je ne suis pas un expert en maths, mais entre la courbe et, grosso modo, l'axe des abscisses. C'est-à-dire que plus la courbe va être croissante en ligne droite, plus la linéarité sera parfaite. Et en fait, une linéarité de 1, c'est tout simplement une courbe qui est croissante en ligne droite et qui est parfaitement linéaire. Alors qu'une linéarité mauvaise, c'est une courbe qui va faire beaucoup de fluctuations sur le graphique et qui potentiellement va pas suivre la tendance de la croissance, mais va plutôt être plate ou vraiment avoir beaucoup de variations. Par exemple, une action qui va croître de 10% par an va avoir une bonne linéarité, alors qu'une action qui va croître de 20% la première année, moins 40 la seconde, la troisième année fait 70% de performance, aura une mauvaise linéarité. Tout à fait. Même si au final elle a une bonne performance, le problème c'est que ça sera très cyclique. Un jour, une année elle est en positif largement, l'autre année elle se casse la tête et elle repart de plus belle à la hausse. C'est la cyclicité et ça sera une mauvaise linéarité in fine. Tout à fait. Et pour la linéarité, en tout cas, il vaut mieux une action qui fait du, mettons, 5% par an constant sans avoir de baisse, qu'une action, comme tu as dit, qui fait plus 10, moins 5, plus 20, moins 15, voilà. Grosso modo, la linéarité, c'est aussi un peu un indicateur de la volatilité du prix de l'action, puisque ça va mesurer la constance de la croissance du cours de l'action. Ok. Ouais. Merci Hugo. Qu'est-ce qu'on peut dire de... Juste pour clore le sujet de la linéarité, pourquoi c'est bien la linéarité ? Parce que ça indique des actions en général qui sont moins cycliques, qui peuvent avoir une croissance moins volatile, plus linéaire et qui sont moins volatiles. Et c'est quelque chose qui est toujours bénéfique quand vous avez une action qui délivre du 10-12% par an.
sans jamais s'arrêter, forcément c'est un peu plus rassurant et notre portefeuille fait moins de yo-yo et psychologiquement c'est peut-être aussi plus simple, quoi. Surtout pour ceux qui regardent leur portefeuille toutes les semaines. Ou tous les jours. Ou tous les jours, ou plusieurs fois par jour. Par jour. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de Renault? Renault, ah oui, à titre d'exemple, j'ai oublié de le dire en introduction, si on prend l'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi, ça arrive dans le top 3 des constructeurs mondiaux, ce qui est plutôt pas mal. Le problème, c'est que c'est pas, le cours de l'action, c'est de Renault, c'est pas, il n'y a pas un cours sur la totalité de l'alliance. Et si on prend Renault tout seul, je voulais quand même regarder ça, et on n'est même pas dans le top 10 mondial des constructeurs mondial, dans le monde, quoi, par vente de véhicules. Donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout leader sur le marché. C'est un des principaux constructeurs, certes, mais on n'est pas leader, on n'est même pas dans le top 10, contrairement à Volkswagen, Toyota, etc. Puis sans parler aussi de tous les problèmes un peu géopolitiques qui peuvent peser sur ce genre de boîte. Tu vois, je crois qu'il y a un PDG de Renault qui s'était fait assassiner dans les années 90. Ouais. Il me semble. Ensuite, Carlos Ghosn, il y a eu des problèmes aussi avec lui. Je crois qu'il a été retenu, je sais pas où. Au Japon, il y a eu des problèmes avec Nissan, etc. de mémoire. Il avait dû se faire exfiltrer par une valise. Il y a un super reportage sur YouTube d'ailleurs, sur Netflix, sur l'extraction de Carlos Ghosn, que je vous recommande. Vous voyez un peu le cours de l'action est un peu à l'image de son extraction, tu vois. Et aussi, chose très importante, et on va le voir juste à la fin, dans la conclusion, j'achète toujours une action selon ma thèse d'investissement. Donc, une société de qualité, leader sur le marché, avec des marges quand même relativement élevées, prospère, etc., chiffre d'affaires en croissance. Le problème, c'est que, et avec un avantage concurrentiel, or Renault n'a aucun avantage concurrentiel, contrairement par exemple à Ferrari ou à Tesla qui peuvent avoir selon moi des avantages concurrentiels. Là, tu achètes une Renault, tu l'achètes pas pour l'image de marque, tu vois, ou une Dacia, etc. Tout à fait. C'est vraiment purement besoin utilitaire d'avoir une voiture, mais personne va acheter une Renault. En sachant que Ferrari, c'est la seule entreprise de l'automobile qui a une note de Moat large, délivrée par Morningstar, et Tesla a une note de Moat narrow, donc petite. Mais il y a quand même un Moat, alors que Renault, pour le coup, est noté en tant que no Moat, donc aucun avantage compétitif. Et ça se vérifie par ses marges, d'ailleurs. Et ça se vérifie par ses marges qui sont catastrophiques, on va en revenir juste après. Même tout de suite. Je vais vous parler je prends des notes quand même parce qu'on a voulu faire ça bien. Renault, financièrement, il n'y a qu'un mot, c'est catastrophique. Et je vais te dire pourquoi. Premièrement, la note sur ton screener, je suis quand même allé la chercher, elle est de 3 sur 20, ce qui est, si vous êtes passé à l'école, à mon avis, vous aussi, quand on avait 3 sur 20, on voulait pas trop le dire à nos parents. Donc, très mauvaise note, 3 sur 20, ça veut dire que c'est quasiment dans le top 10 des pires actions du CAC 40. C'est dans le top 10 des pires actions françaises, ouais. Je crois que la moins Même bien SBF, notée, je crois que la pire Danone. action, c'est Danone ou Société Générale, je sais plus sur le Non, il y a Alstom. Ah ouais, Alstom Atos, aussi, elle est... Atos. Non, Atos, ça va, mais Alstom, par contre, elle est bien basse. Concernant les marges, moi j'aime bien investir dans les sociétés qui ont des belles marges. Pourquoi? Parce qu'une société qui a des marges élevées, ça veut dire qu'elle a un avantage concurrentiel derrière. Ouais. Surtout si les marges sont constantes ou en augmentation. On va pas demander la lune non plus, mais déjà si elle a des marges élevées et stables, ça veut dire que l'entreprise peut se protéger de la concurrence et a un certain pricing power. Tout à fait. Comment dire, ça va être ta vidéo de dimanche d'ailleurs. Oui. Mais un pouvoir sur la fixation des prix. Chose que Renault n'a pas du tout, Non. Contrairement à des concurrents. Et d'ailleurs, les marges, alors ça dépend aussi forcément un peu des secteurs. Forcément, dans le secteur des logiciels, par exemple, vous allez avoir en règle générale beaucoup plus de marge que dans le secteur de l'automobile, même s'il y a toujours des exceptions. Et dans n'importe quel secteur, on peut trouver des entreprises avec des marges incroyables. C'est le cas de Ferrari dans l'automobile, qui a des marges qui a les mêmes marges qu'LVMH en fait. Dans l'automobile, c'est hyper impressionnant. Et ça témoigne vraiment d'un avantage compétitif fort. Alors, j'ai pas les chiffres de Porsche en tête, mais je crois que Porsche aussi a des... 20% de marge nette de mémoire, 15-20% je crois que Porsche a des belles marges aussi. Pourquoi? Parce que Porsche a un avantage compétitif aussi. Je crois pas qu'elle soit notée en large, par contre, par Morningstar. Je crois qu'elle est notée en narrow, comme Tesla. D'ailleurs, sur Zone Bourse, il y a un très bon article
sur la comparaison entre Ferrari et Porsche, parce que ce sont deux sociétés cotées de voitures de luxe. Mais en fait, et c'est là où parce que moi aussi je voulais à un moment pourquoi pas acheter du Porsche. En fait, pas du tout, parce que je vous invite vraiment à aller lire l'article, je crois qu'il est consultable, vous pouvez le consulter gratuitement, et c'est très intéressant, parce qu'en fait, ils mettent bien en avant que ce qui fait la rareté, c'est le nombre. Oui. Et Porsche sort beaucoup plus de véhicules que Ferrari. Ouais. Donc, il y a moins ce truc de rareté, de luxe dans Porsche que dans Ferrari. Il y a qu'à voir le nombre de Cayenne que tu vois dans la rue. Ouais, t'as l'impression que c'est gratuit, c'est vrai. Alors les marges, c'est 20,93, 20%, on va dire, 21% soyons gentils pour Renault en marge brute et en marge nette 4%. Donc là c'est très simple, une marge nette de 4%, peu importe l'entreprise, s'il y a un problème, quel que soit le problème, une augmentation des prix des matières premières, du prix du fer, du prix des semi-conducteurs, etc., on sera tout de suite dans le négatif. C'est d'office. 4%, tu peux pas pivoter, tu peux rien faire, t'es bloqué comme la France avec sa dette. Et il y a qu'à voir d'ailleurs la croissance des bénéfices de Renault qui sont vraiment en dents de scie et une année sur deux, globalement, elle est dans le rouge, elle perd de l'argent. Voilà, c'est ça. Donc 4%, très peu de marge, pas possible de pivoter, pas possible de survivre s'il y a un problème dans peu importe en fait, dans les matières premières, etc. Ce qui fait que, en 2019, 2020 et 2022, résultat net négatif. Résultat net négatif, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que l'entreprise, plus elle produit, plus elle perd d'argent. Tu vois, c'est ça qui est terrible. Ça veut dire que elle vend à perte. Et ça, franchement, c'est résultat négatif. Je vous conseille de fuir les entreprises qui ont des résultats négatifs. Surtout si vous voyez des ventes qui sont croissantes, mais des bénéfices qui sont en dents de scie ou qui sont négatifs, ça veut dire qu'il y a un gros problème dans la profitabilité de l'entreprise et que l'entreprise n'est pas rentable et que peu importe si elle vend plus ou pas, en fait elle sera toujours pas rentable. Donc c'est vraiment des entreprises qui sont à fuir. Après, il y a des exceptions dans les entreprises pas rentables. Tu peux avoir des entreprises qui sont pas rentables parce qu'elles sont en phase de croissance, parce qu'elles sont jeunes. On pourrait citer par exemple Palo Alto Networks dans le milieu de la cybersécurité, qui est pas rentable, qui a des revenus qui sont croissants, mais par contre c'est justifié parce que ça fait partie de leur stratégie. Alors que Renault... Et puis elle date pas de 1899 comme Renault. Non, et Renault en fait ça fait pas partie de sa stratégie, c'est une non-rentabilité qui est subie. Et ça c'est vraiment à fuir. Le CAPEX, Capital Expenditure, c'est les dépenses en investissement, 69% de CAPEX. Donc, toujours plus d'investissement pour toujours moins de performance. Dette sur EBITDA. Dette sur EBITDA, c'est un critère que je vous encourage vraiment à aller voir. Déjà, il est simple à calculer, il est simple même à trouver. Vous prenez les dettes nettes, donc les dettes totales moins la trésorerie, le cash disponible de la boîte. Ça dépend. Des fois, c'est les dettes nettes, des fois, c'est les dettes totales. Oui. Moi, je sais que sur l'application Equinvest, c'est calculé avec les dettes totales. Sur Zone Bourse, par exemple, si vous regardez les dettes sur EBITDA sur Zone Bourse, ça sera les dettes nettes. Moi, je calcule en dette nette à chaque fois, mais oui, c'est bon à savoir. Ou en tout cas, dans les deux cas, ça force à aller voir combien de cash a l'entreprise de côté. C'est très simple, vous allez dans l'actif au bilan, ça va être dans trésorerie, c'est cash et équivalent cash, trésorerie équivalent cash, disponibilité, et c'est ça en fait l'argent qu'elle a à la banque qui dort. Et vous faites dette totale moins trésorerie équivalent cash et ça vous donne la dette nette. Donc là, c'est tout à fait effrayant, avec un ratio de 9 en 2023 et 7 en 2022. Ça veut dire qu'il faut 9 ans d'EBITDA pour rembourser toutes ces dettes. Ah, je pensais pas que c'était à ce point-là. Ouais, moi non plus, je pensais pas, ça m'a choqué. 9, c'est énorme. 9, c'est énorme. 9 ans d'EBITDA pour tout rembourser. Pour vous dire, déjà 3, c'est beaucoup. Déjà moi, au-dessus de 3, faut vraiment que l'entreprise soit excellente pour pouvoir, pour que je me positionne dessus. Voilà, donc pour moi, tout simplement, il y a zéro création de valeur pour les actionnaire. Un ROE, Return on Equity, résultat net divisé par les capitaux propres, 7%. Un ROIC et un ROCE très faible, je les ai pris sur ton application. Et en décroissance régulière, ça veut dire que si ton ROE, ton ROCE, etc. dégraisse, ça veut dire que l'entreprise est de moins en moins rentable, parce qu'en fait, ça veut dire que les capitaux propres, ça veut dire que l'argent des actionnaires est utilisé de moins en moins rentable. Ça veut dire que c'est de la création de valeur, c'est de la destruction de valeur plutôt, pour vous, les actionnaires. Donc au final, petite phrase de conclusion, pourquoi investir dans Renault ? Pour la croissance, on est d'accord, non, 1% d'augmentation sur 10 ans du chiffre d'affaires, on n'investit pas dans Renault pour la croissance.
peut-être qu'on investit pour le dividende. Et ben en fait, pas tellement, parce qu'il n'y a pas eu de dividende en 2020, 2021 et 2022. Donc tu vois, pas de croissance, pas de dividende. Et est-ce que elle sur ou sous-performe le CAC 40? Je suis gentil, j'ai pas pris le S&P 500. Non, j'ai pas mis le chiffre, mais il y a qu'à voir la comparaison entre le cours de l'action de Renault et du CAC 40. C'est tout simplement délirant. Effectivement, et si elle sous-performe le CAC 40, vous vous doutez bien que par rapport au S&P 500, ça va être un massacre. Voilà, c'était la petite conclusion pour Très Renault. bien. Bah écoute, très intéressant. Est-ce que tu l'achèterais? Non. Moi, je l'ai déjà dit sur la chaîne, je pense qu'il n'y a que 2 entreprises de l'automobile que je pourrais acheter, pourquoi pas un jour, même si je pense que je le ferai jamais. Ce serait Ferrari. Mais je le ferai pas parce que pour moi il y a trop de risques sur les régulations, il y a trop de risques sur la fin des moteurs thermiques, et c'est pour moi en fait forcer les entreprises de l'automobile à faire des véhicules électriques, ça pourrait complètement rabattre les cartes du marché et ça pourrait faire disparaître des acteurs historiques. Ça serait une transition qui serait presque aussi violente que la transition du cheval à la voiture, quoi. Enfin, Ouais, mais c'est vrai. je pense que ça pourrait être aussi violent, et les entreprises à l'époque qui étaient spécialisées, j'en sais rien, dans les calèches, même les calèches de luxe, elles sont plus là aujourd'hui pour vous en parler, des calèches. Donc, il y a l'électricité, il y a l'hydrogène, il y a tellement de solutions alternatives. Et une entreprise pour moi qui a fait son histoire et sa marque sur du moteur thermique avec du V12 reconnaissable entre tous. Enfin, Ferrari, on achète une Ferrari pour le V12. Quand on achète une Ferrari électrique, ça n'a absolument aucun intérêt. Personnellement, j'achèterais jamais une Ferrari électrique, je préfère acheter une Tesla dans ces cas-là. donc voilà, Ferrari, pourquoi pas, mais pour moi, il y a trop de risques, donc j'achèterai jamais. Je pense. Et Tesla, j'aime bien sur le papier, j'aime bien le projet, j'aime bien le CEO parfois, ça dépend, il fait un peu n'importe quoi de temps en temps. Je vais t'en parler. Voilà, Elon Musk, on aime, on n'aime pas, ça dépend des jours, ça dépend de son humeur. Donc pour l'instant je reste loin, mais c'est une entreprise intéressante quand même, je pense que c'est important à suivre. Et c'est une des entreprises qu'il faut garder sous l'œil et regarder l'actualité, quoi, parce que c'est une des entreprises aussi qui fait le marché. Un peu à l'image des Nvidia, des Apple, des Microsoft. Si Tesla fait x2, ça va forcément tirer le marché vers le haut, donc il faut être au courant de ce que fait Tesla. Bref, le mot de la fin sur Renault, j'achète pas. J'achète pas, très bien, moi non plus. Du coup, moi je vais vous présenter ma première action, Vinci. Alors je vous préviens, ça va être un podcast qui va durer un peu plus longtemps que d'habitude. Hein. Ouais, là je vois. J'avais 23 minutes, c'est la première action, il en reste encore 5. Je vais essayer d'être un peu plus rapide. Non, mais prends ton temps, vous l'écoutez en plusieurs fois. C'est un podcast vous l'écoutez en plusieurs fois. Vinci, j'ai déjà fait une analyse dessus sur la chaîne IQ Invest, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse d'avoir un peu plus de détails. Donc Vinci, c'est une histoire qui est très longue, ça démarre dans le 19e siècle, il y a eu plein de fusions, plein de regroupements, de ventes, de rachats, etc. Mais globalement, la société telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça a été fondé en 2000. Vinci, c'est connu notamment pour ses concessions, donc les concessions, ça va être tout ce qui est autoroute, aéroport, donc l'exploitation des autoroutes et des aéroports qui sont données par des licences renouvelables tous les X temps. Mais c'est pas que ça, Vinci, c'est aussi du BTP, c'est de la construction et d'exploitation notamment du Stade de France, de certains stadiums, c'est aussi de l'immobilier, Vinci, enfin il y a pas mal de domaines chez Vinci, mais Vinci, quand même, 70% de ses revenus, ça vient des concessions. Okay. Donc Vinci, c'est majoritairement des concessions, et dans les concessions, comme je vous ai dit, c'est majoritairement autoroutes et aéroports. Et des autoroutes, il n'y en a pas qu'en France d'ailleurs, il y a aussi l'exploitation de ponts, aussi, parce que Vinci construit des grosses infrastructures, barrages, ponts, etc. Voilà. Sur le papier, Vinci, ça peut être une entreprise qui n'est pas forcément mauvaise, elle n'est pas exceptionnelle, ça c'est clair. On a un ROIC assez éclaté d'ailleurs sur 10 ans, de 4,62%, donc des retours sur capitaux très faibles. On a une croissance du chiffre d'affaires assez mauvaise, à 5% sur les 10 dernières années. Sur 10 ans ? Sur 10 ans. Par contre, on a une croissance des earnings de 6,2% et une croissance des free cash flow de 13,1%. Donc ça veut quand même dire que la bottom line, donc la top line c'est le chiffre d'affaires, la bottom line c'est les free cash flow. Donc vraiment, entre les deux, ça veut dire qu'il y a une amélioration de l'efficience, une amélioration des marges, puisque les free cash flow ont grossi plus vite que le chiffre d'affaires. Donc ça c'est quand même un bon point pour Vinci. On a des dettes qui sont raisonnables, à 2,62 de ratio dette sur EBITDA, on n'est pas sur du 9 comme Renault.
Et elle a un beau dividende, surtout Vinci, c'est une société qui a un beau dividende, qui est croissant, qu'elle n'a jamais coupé, je crois. Donc sur le papier, c'est une entreprise qui pourrait être intéressante sur le PEA et pour le dividende. Elle a une note de 10,5 sur 20 sur le screener IQ Invest, donc c'est pas catastrophique, on n'est pas à 3 sur 20, mais c'est pas un 18 sur 20 non plus, c'est pas un Microsoft ou un Visa. Mais c'est une bonne note quand même pour un truc d'immobilier, enfin d'infrastructure. Elle a des marges qui sont correctes, elle a une croissance qui est correcte. Parce que par exemple pour l'infrastructure, si tu regardes sur ton application, tu as vu les Nexity, etc., tout ce qui touche aussi aux infrastructures. Bon, certes c'est de l'immobilier, mais c'est quand même des marges faibles et elles sont terribles, quoi. Même Bouygues, c'est éclaté quand on regarde les chiffres. Et c'est des effets leviers de dingue, avec des dettes impressionnantes. Donc franchement, niveau dette, elle est quand même pas mal. Non, Vinci, vraiment, sur le papier et niveau chiffres, c'est pas une entreprise déconnante. Et pourquoi elle arrive à avoir des ratios comme ça ? C'est grâce à ses concessions. Forcément, les concessions, et notamment les autoroutes, c'est là où elle marge le plus, c'est là où elle fait le plus de chiffres, le plus de croissance. Et c'est sa petite vache à lait personnelle. Alors, c'est pas le seul, c'est pas un monopole, Vinci, en France. Elle possède que certains réseaux autoroutiers. Je pourrais pas vous donner les autoroutes qu'elle possède. Je sais même pas si elle a 20 dedans. Enfin bref, vous irez voir les cartes, sinon vous tapez Vinci autoroute, vous verrez tout le réseau. Mais il y a d'autres acteurs en France sur les autoroutes, il n'y a pas que Vinci. Et ce sont des concessions donc, qui ont été données par l'État au moment où ils ont construit les autoroutes. Et Vinci se rémunère ensuite sur les péages. Vous le savez tous, quand vous passez au péage, ça fait jamais plaisir. Et voilà, ça représente 70% des revenus. C'est une part colossale de son chiffre d'affaires. Beaucoup des concessions arrivent à leur fin en 2032-2036. Donc, on a toujours un risque qu'elles ne soient pas renouvelées, même si historiquement elles ont toujours été renouvelées. Mais ce ne sont pas des autoroutes qui appartiennent à Vinci. Elle a juste le droit de les exploiter et en échange de les exploiter, elle effectue l'entretien des autoroutes. C'est d'ailleurs pour ça qu'en France, on a entre guillemets la chance d'avoir des autoroutes bien entretenues. Si vous allez dans d'autres pays, ce n'est pas forcément le cas. Aux États-Unis, par exemple, les autoroutes sont catastrophiques. Pourquoi ? Parce que du coup, c'est Vinci qui entretient les autoroutes et pour le coup, elle fait ça plutôt bien parce qu'elle profite aussi de son business de BTP et il y a une espèce de cercle vertueux qui se crée entre les concessions, le BTP, etc. Mais pour moi, Vinci, c'est non. C'est non et c'est une entreprise que j'achèterai jamais parce qu'elle est fortement dépendante de l'État à plusieurs niveaux. Déjà, l'État est actionnaire dans la société. À haut niveau ? Au niveau, non, je crois qu'ils ont un truc comme 8-10%, j'ai plus les chiffres en tête. Donc mais ils sont actionnaires majoritaires. Mais l'État est actionnaire chez Vinci. Et je crois qu'il y a la Caisse des dépôts aussi qui est actionnaire chez Vinci, mais la Caisse des dépôts c'est l'État, donc c'est pareil. Et non seulement elle est dépendante à l'État de par son capital, et moi vous savez que l'État français, moins je peux avoir affaire à l'État français, mieux je me porte. En grand libéral, j'estime que plus l'État reste loin de moi, mieux je suis. En fait, si l'État savait bien gérer son budget, ça me dérangerait pas qu'il il ne serait pas endetté à 120% du PIB s'il savait gérer. Moi, ça me dérange pas que l'État suédois soit dans une entreprise. Oui, que l'État norvégien soit dans une entreprise. Voilà, la Suisse demain, elle est actionnaire de Vinci, pourquoi pas, tu vois. Tu vois, ça me dérange pas, mais le problème, c'est que quand une entreprise qui doit générer du cash est gérée par quelqu'un qui est déficitaire à n'en plus finir, déficitaire, bon, il n'y a pas trop d'intérêt pour moi. Mais oui, je pensais pas qu'elle était autant impliquée l'État dans... Alors peut-être que je dis des conneries, je sais plus si c'est 10%, mais je suis quasiment sûr à 100% que l'État est actionnaire chez Vinci. Et ensuite, pour moi, le plus gros risque chez Vinci, c'est ces contrats de concession pour les autoroutes. C'est un sujet qui a toujours été épineux en France et qui a toujours fait l'objet de débats. Est-ce que les autoroutes doivent être nationalisées ou pas ? Et vous le savez, en ce moment, on est dans une période d'incertitude politique en France. Alors, à l'heure où on sort le podcast, on est à la veille du premier tour. On tourne le podcast le 29 juin. Demain, on va voter. Demain, on va voter, c'est le 30 juin, donc c'est le premier tour du coup des législatives. Donc, à l'heure où va sortir ce podcast, normalement, il sortira le lendemain du second tour. Donc, il sortira le 8 juillet. Donc, le second tour, c'est le 7. Donc, il sortira après les élections législatives. Et notamment, la nationalisation des autoroutes, c'est un point du programme du RN. Et si le RN passe en France, du coup, ça pourrait vouloir dire, s'il applique son programme, bien sûr, que Vinci et les autoroutes, c'est terminé. Ouais. Si Vinci et les autoroutes, c'est terminé, c'est 70% de ses revenus qui sautent. Donc, voilà, c'est sa vache à lait qui saute. Et c'est toutes ces marges qui se font balayer, parce que tous ces autres business, ils n'ont pas de marge.
Donc clairement, du jour au lendemain, Vinci, c'est une entreprise qui peut peut-être pas disparaître, mais qui peut être divisée par 2 ou par 3 en valeur, enfin même divisée, moins 70% en fait, puisque 70% de ses revenus sont sur les autoroutes. Alors pas vraiment, parce qu'il y a aussi des aéroports dans le lot, mais allez, on va dire 50% si on est généreux et que 20% viennent des aéroports. Donc mettons, elle fait moins 50%, juste parce qu'elle perd 50% de ses revenus sur une décision politique. Donc ça, pour moi, c'est non. Voilà, tout simplement, la conclusion. Est-ce que tu achètes, Jean Vinci? Bah, j'ai acheté. Ah tu as acheté? Non, j'ai déjà été actionnaire de chez Vinci, j'avais fait un petit aller-retour. J'avais pris quoi, 15%? J'imagine PEA, dividende, oui, c'était pour ça. Voilà, c'est ça. En fait, non, c'est parce que Vinci était bien descendu un moment, et je la trouve, alors là, purement au doigt mouillé, elle est bien descendue, c'était avant les grandes vacances, tu vois, donc en tant que fin analyste, je me suis dit, attends, ça remonte il y a 2 ans, hein, donc j'avais pas du tout une thèse d'investissement, je me suis dit, ah putain, attends, Vinci, c'est l'action des vacances, tu vois, les gens, ils vont repartir en juillet-août. Je l'avais acheté. L'autoroute des vacances. Je l'avais acheté, en plus, ça a été bien descendu, je l'avais acheté de mémoire en mars, un truc comme ça, et je l'avais revendu en septembre-octobre, et j'avais fait 15% de performance, mais j'aurais très bien pu faire moins 30, hein. Ouais. C'était purement coup de chance, hein. Et je l'ai revendu, et de mémoire, je crois qu'elle avait repris 15% en 2 semaines juste après, tu vois. Donc je me suis dit, en fait, je connais pas la boîte, et je l'avais acheté comme ça un peu, mais j'avais même pas envie de dire momentum, parce que je la connaissais même pas, mais bon, pour la petite anecdote, j'ai déjà été actionnaire de chez eux, sans trop la connaître, c'était juste au tout début, on va dire, de l'investissement, où voilà quoi, l'analyse n'y était pas forcément un critère principal. Mais bon, en vrai, c'est une entreprise dans ce secteur qui, pour moi, c'est la meilleure. Ouais. Tu vois, contrairement à Bouygues, Nexity et compagnie. C'est sûr. C'est celle qui se démarque le plus. C'est déjà un secteur qui est pas attractif. Et puis, c'est celle qui est quand même le plus... elle est vachement dépendante à la France. Ouais. Mais tu vois, de mémoire, elle a racheté la concession en Écosse ou en Irlande. Ouais, puis elle est aussi. Vinci, c'est quand même intéressant comme business parce qu'elle est aussi dans les énergies renouvelables. Elle a racheté un acteur espagnol, j'ai plus le nom en tête. Allez voir l'analyse complète si ça vous intéresse, Vinci. Et elle fait quand même une bonne partie de son chiffre d'affaires hors de France. Mais pour moi, vraiment, ce point des autoroutes et ce point des concessions et de la dépendance vis-à-vis de l'État, c'est un red flag qui fait que j'achèterai jamais. Même s'il n'y avait pas ce point-là, d'ailleurs, j'achèterai jamais parce que les chiffres ne correspondent pas à ma thèse d'investissement. Mais c'est une raison de plus. Ok. Voilà. Bon. Jean. Deuxième action que je n'achèterai jamais. Et je vais tout simplement parler de Tesla. Et oui, Tesla. Donc on est un peu dans le même sujet que Renault, mais vous allez voir que pas du tout en réalité. Je ne vais pas parler là du secteur, en tout cas très rapidement. Je pense qu'on connaît tous Tesla, mais on va faire une petite piqûre de rappel. Donc c'est la même industrie que Renault, mais elle a quasiment rien à voir sur quand même pas mal de sujets. Tout à fait. L'histoire très rapide, ça a été fondé par Martin Eberhard et Mark Tarpenning en 2003. Et le CEO actuel, c'est Elon Musk. Je pense que ça, tout le monde le sait, depuis 2008. C'est un constructeur automobile avec 100% de ses produits en véhicules électriques. C'est ça qui va qui diffère de Renault, Toyota, Volkswagen, etc. Et ses principaux produits, on les voit partout, à tous les coins de rue. Model S, Model 3, Model X et le Cybertruck qui vient de sortir aux États-Unis avec une pub de lancement qui est plutôt incroyable parce qu'on voit Elon Musk tirer au fusil d'assaut dans sa voiture. Donc ça, c'est quand même impressionnant. Alors, attention sur le Cybertruck. Dis-moi. J'ai lu un article comme quoi il y avait à peu près 13 000 Cybertrucks qui étaient rappelés et que c'est pas la première fois à cause de défauts de conception. Il y a des problèmes sur les pare-chocs avant. Non, je crois que c'est sur le pare-brise avant. Enfin, je sais plus quelle pièce. Et en fait, depuis le début de la commercialisation du Cybertruck, c'est un flop. En fait, ils ont rappelé autant de véhicules qu'ils en ont vendus. Donc en fait, c'est une catastrophe économique pour eux. C'est un flop total d'un point de vue commercial. Enfin, pas commercial parce qu'il se vend, mais d'un point de vue industriel et rentabilité, le Cybertruck, parce qu'ils perdent un pognon monstrueux, parce qu'en fait, ils sont allés trop vite. Ils ont, je pense, voulu
bâcler un peu le produit, ce qui fait qu'ils ont potentiellement pas effectué tous les tests qualité qu'ils devaient faire, et du coup ils rappellent énormément de modèles. Ok, ça, je ne savais pas. Et ben, Cybertruck, c'est pas. Bon, en tout cas, par contre, il faut juste aller voir sur YouTube rapidement. Puis c'est moche, hein. voilà. Enfin, je pense que Ouais, ça c'est plaît ou ça plaît futuriste, pas, tu vois. un Cybertruck, mais moi je Moi, trouve pour ça être déjà aux horrible. États-Unis, je voyais, il y a que des Dodge Ram, tu vois. Il y a que du Dodge Ram, bon, c'est Ou du incroyable. Ford, tu sais, Ouais, le gros Ford Ford, Raptor. là, le Ford Raptor. Les Hummer. Mais, T'es déjà allé aux États-Unis? Ouais, plusieurs fois. Où ça? Je fais toute la côte ouest. Ah ouais? Las Vegas et tout. Ah, c'est trop. C'est incroyable. Purée. Tu les vois, les gens, ils sont avec le flingue et tout dans les. Ah, ils sont géniaux, les En fait, Américains. c'est Lucky Luke. La côte ouest, c'est Lucky Luke. Sauf Vraiment. Los Angeles, San Francisco. là, Ouais, mais, on est plus sur San du- Francisco, oui, ça fait un peu plus comme Paris. Los Voilà, Angeles, là, on c'est est quand plus même. sur du mangeur de de- bœuf vegan, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Bœuf alors végétal. que. Oh, putain, l'enfer. Mais alors que. Fromage végétal. Ouais, San Diego, par contre, t'as le Mexicain qui mange le giga tacos avec le flingue, tu vois. Ouais, Texas aussi. Texas, tu vois. Et Texas. ça, c'est incroyable. Texas, Ça, vraiment, j'adore. c'est incroyable. J'adore. Donc, D'ailleurs, dis-moi. je suis désolé de te couper, le siège de Tesla a été officiellement déplacé, je crois, à Houston ou Dallas, je sais plus, au Texas. Mais ça y est, Ouais, je crois que c'est Dallas. Tesla est officiellement Texan maintenant comme boîte. C'est bien, c'est pas plus mal. Niveau capitalisation boursière, on est à 700 milliards de dollars à l'heure où on tourne la vidéo, ce qui est plutôt pas mal, et pour 81,46 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2023. Vous avez vu, on est très loin, même si c'est des véhicules qu'électriques, du chiffre d'affaires de Renault. Mm. Comme d'habitude, c'est un secteur qui est très cyclique et très concurrentiel là aussi. Mais le très bon point, c'est que selon Statista, hein, j'ai pris quand même des exemples qui datent d'il y a assez récemment, il est leader sur le marché des véhicules électriques en 2023. Et là, tu m'avais parlé de Baidu, non, BYD. de BYD, comme quoi en volume, il est supérieur. Ouais, c'est ça. Non, en fait, en volume, Tesla est premier en 2023, Ouais. de mémoire, donc c'est-à-dire en chiffre d'affaires pur, c'est le premier sur les véhicules électriques, mais en nombre de véhicules vendus en 2023, c'est BYD qui est le premier. Donc BYD, c'est un constructeur de véhicules électriques chinois, qu'on commence à voir apparaître en France. On voit quelques BYD à Paris. Ils sont moches, leur modèle. Ça ressemble à des Tesla, hein. Ouais, je sais pas, Franchement, ça ressemble... même déjà les voitures électriques, je trouve ça un peu moche, mais... Ouais, moi aussi, Ça ressemble à des Tesla. Et moi perso, j'adore les voitures vintage, tu vois, avec des, Ah avec ouais, des gros ouais. moteurs, donc véhicule électrique, c'est pas mon délire. Moi, j'aime bien sentir l'essence. Ouais, Ouais, voilà, c'est quand ça. ça ronronne. C'est faut ça, que t'entends ronronne. la carrosserie qui cling, 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 C'est cling. ça, faut que ça ronronne, faut qu'il y ait de la mécanique, mais bref. Mais BYD, d'ailleurs, ça m'a surpris la dernière fois, je faisais mes 10 000 pas à Paris. Et il y avait une concession BYD, c'était boulevard Sébastopol. Ah ouais. Vraiment une grosse concession énorme. Et il y avait des BYD sur le trottoir, comme ça, qui étaient exposés dans Paris. Première fois que je voyais des BYD à Paris. Donc ça Ils commence... essayent de taper les parts de marché. Ouais, ils commencent à arriver en Europe. Je sais pas s'ils sont encore implantés aux États-Unis. Puis ça vous se mettre. Tu vois, boulevard Sébastopol, ils Ouais. sont pas au fin fond de la Creuse. Non, c'est clair. Où il n'y a pas de bande de recharge, tu vois. C'est clair. Et BYD, d'ailleurs, Warren Buffett est actionnaire de BYD. C'est une de ses grosses positions, enfin une des nouvelles positions qu'il a ouvert en portefeuille. Ok. Une information qu'on prend. Et à la base, d'ailleurs, BYD, c'était des fabricants de batteries. Des fabricants de batteries en Chine. Et ils ont complètement pivoté sur les véhicules électriques et ils cartonnent. C'est Ok. une entreprise En qui Chine. cartonne partout. Partout, ok. Partout. Ils cartonnent parce C'est vrai qu'ils que- sont beaucoup moins chers que Tesla, en fait. D'accord. Ah ouais. Donc, ils Et cartonnent. niveau performance de la voiture, c'est identique que Tesla Ah ouais, c'est hyper fiable. Enfin, de ce que j'ai entendu, en tout cas, c'est hyper fiable. Vu le Cybertruck de Tesla, d'ailleurs, c'est même peut-être plus fiable que Tesla. Ouais. Parce que les Chinois, ils commencent à être vraiment chauds hein, sur les voitures. Ils ont Ok. pas mal de marques de voitures qui commencent à devenir des concurrentes sérieuses, quoi. Bah, je l'ignorais. Et c'est pour ça un bel avantage. Enfin, ce que vous devez faire aussi pour vos analyses, en tout cas ce que je vous encourage, que nous vous encourageons à faire, c'est quand vous faites une analyse d'une entreprise, faites en sorte de toujours aussi jeter un coup d'œil sur les concurrents qui peuvent être plus intéressants des fois que l'entreprise en question. Tout à fait. Par exemple, moi quand j'avais fait l'analyse vite fait de Dutch Bourse, je me suis rendu compte que Ronext était meilleur. Non mais bon, il est actionnaire petite chez Dutch pique. Bourse et moi chez Ronext. C'est une erreur que j'ai faite. Ça se reproduira pas. Bon, on verra, ça se trouve, elle peut repartir. Bah, On verra. Non, bon, voilà. C'est pas le sujet. Ouais, c'est sûr, ça repart. Niveau part de marché, bon, les parts de marché, elles sont quand même très bonnes, ça fait 19% des parts de marché.
C'est plutôt pas mal. Mais comme tout secteur très concurrentiel, j'avais noté que pour la première fois, un autre constructeur de véhicules électriques, donc BYD, a vendu plus de voitures que Tesla au T1, premier trimestre 2024. Forcément, qu'est-ce que ça a engendré? Une chute du cours de l'action de Tesla. Et Tesla doit baisser ses prix et donc baisser ses marges pour survivre et pour reconcurrencer BYD. Donc j'avais vu que c'était pas fameux. Parlons un peu du cours de l'action et je vais vous dire pourquoi je n'achèterais tout simplement pas Tesla. Non, vas-y, j'ai oublié ce que je voulais dire, donc ça me reviendra. Aujourd'hui, le cours de l'action, on est à 197 $ contre 407 $ sur ses plus hauts de 2021, soit moins 51%. D'ailleurs, en fait, quand j'ai vu ça, c'est exactement le même niveau que quand tu vois le cours, ça fait le même cours que Kering et Pernod Ricard. Ah ouais? Pic en 2021. Évolution AB aussi. Hein. Et belle redescente. D'ailleurs, on vous propose un petit podcast bientôt sur cette entreprise-là. Oh, on avait dit qu'on spoilait pas. Oh merde, on coupera. Non, mais c'est pas grave, on va le laisser, mais... Vous aurez un indice. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, vous verrez ça dimanche prochain, vous verrez ça sous peu. Le lundi d'après le 8 juillet. Ensuite, donc la linéarité, on en parlait tout à l'heure dans Renault, 0,56. C'est pas énorme, hein. Et en fait, ça en dit long sur la cyclicité du cours de l'action parce qu'elle a un CAGR de 64% depuis 2019. CAGR, taux de rendement annuel composé, ça veut dire qu'en moyenne, par an, l'entreprise gagne 69% sur son cours de croissance, enfin sur son cours de bourse, à une croissance de 69% par an, ce qui est énorme et ce qui à long terme est peu probable. Une entreprise de 69% par an, elle va pas faire ça ad vitam aeternam. Et c'est pour ça qu'elle a une linéarité si faible, de 0,56 contre 0,80 et quelques pour le S&P. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des années où elle baisse de 50 ou 70% et d'autres où elle va gagner 69, 100%, etc. etc. Donc, toujours faire attention à ça. C'est intéressant de jeter un coup d'œil. Pas faire une analyse graphique de l'action, ça sert à rien, mais vous voyez juste le CAGR et la linéarité. Ça en dit long sur le graphique, il n'y a pas besoin de voir plus. Par contre, il y a des avantages concurrentiels dans Tesla. Il y a un moat qui est petit. Voilà, il y a un petit moat et c'est ça qui peut changer quelque chose parce qu'un moat dans le monde de l'automobile, on en a parlé juste avant, c'est quand même assez compliqué. Tesla, c'est une marque qui est forte, considérée comme le luxe des voitures électriques. En tout cas, le haut de gamme plus que le luxe. Ouais. C'est plutôt du Apple que du Ferrari. Tu vois, c'est comme Apple peut l'être pour les smartphones mais et les Apple, PC. c'est plutôt du haut de gamme que du luxe. C'est quoi du luxe dans les smartphones? Il y a un temps. Ouais. Enfin, tu vois, tu compares, je sais pas, Google Pixel face à Apple. Ouais, mais le Pixel, tu vois, c'est du moyen de gamme, alors que Apple, c'est du haut de gamme. Ouais. Parce que le luxe, c'est encore. Le luxe, c'est vraiment quand le prix est complètement décorrélé de la valeur du produit. Ouais, puis le luxe, c'est le symbole de rareté, etc. aussi. Voilà. Donc le luxe, tu payes quelque chose, mais tu payes un prix qui n'est pas du tout en relation avec. Tu payes un sac Hermès 10 000 balles. Les 3 bouts de cuir qui ont servi à fabriquer le sac Hermès, ça vaut peut-être 300 €, tu vois. Okay. Là où un sac en cuir peut être à 800 000 €, ça va être un sac haut de gamme parce que ça sera peut-être corrélé par rapport à la valeur intrinsèque du sac. Alors que 10 000 €, ça va être complètement décorrélé par rapport à la valeur. Là où Tesla, c'est un peu du haut de gamme, et encore vu ses marges, je sais pas, un peu comme du Mercedes, tu vois. Mercedes, c'est pas du luxe, plutôt du haut de gamme, versus Porsche et Ferrari qui sont vraiment plutôt dans le luxe, même si Porsche c'est un peu moins luxe que Ferrari, mais ouais. Ok. Bon, très intéressant. Ouais, t'imagines bien qu'une Ferrari ça coûte pas 500 000 € à construire, mais ça vaut 500 000 €. C'est pour ça qu'ils ont des marges d'ailleurs de fou. Ensuite, il y a aussi de l'économie d'échelle qui peut être pas mal parce que quasiment toute la production est verticale. Il y a un super livre, en fait c'est la biographie d'Elon Musk, je pense qu'elle est derrière, de Walter Isaacson que je vous recommande. Il avait écrit notamment mais ça se lit super bien. Franchement, c'est excellent. Et si vous êtes vraiment investisseur chez Tesla, je vous encourage vraiment de lire sa biographie qui est excellente. Et il avait même écrit celle de Steve Jobs aussi. Oui. Tu vois, avec la couverture, avec la photo en noir et blanc de Steve Jobs. Et franchement, c'est très intéressant parce que vous achetez aussi Tesla, je pense, pour avoir un peu de Musk
en nous, en fait. Hein. Les gens qui achètent du Tesla veulent avoir une part du fameux CEO Ils rentrent clairement dedans. dans la catégorie des CEO outsiders. Donc on a parlé un peu des mots, maintenant on va parler des problèmes très rapidement. 7 sur 20 sur le screener, j'ai regardé. Pas énorme. C'est pas énorme, mais c'est pour de bonnes raisons. Donc le chiffre d'affaires, il est en hausse continue, mais les résultats nets, donc ce qui reste à la fin hein, en production, c'est négatif en 2014 et 2019. Et surtout, l'entreprise a un PER de 91. Ça veut dire qu'on est prêt à attendre 91 ans de notre retour, enfin de ce qu'on a investi pour des earnings, pour arriver au prix auquel on l'a acheté. 91 ans, c'est plus que la vie d'un investisseur, on est d'accord. Ce qui m'a choqué aussi, Hugo, dans Tesla, c'est la forte dilution de l'actionnariat. Augmentation, il y a une augmentation du nombre d'actions de 70%. Wow. 70%. Je crois en 10 ans. Enfin, depuis qu'elle est cotée. C'est très très fort. Ça veut dire qu'il y a une... Enfin, c'est énorme, hein, vraiment. Ce que je vous encourage, on avait déjà parlé dans une vidéo d'avant, regardez la dilution de l'actionnariat ou la réduction du nombre d'actions en circulation, parce que ça va vraiment, vraiment impacter le cours de l'action et votre retour sur investissement. Et surtout, pour moi, la très grande faiblesse de Tesla, qui est aussi sa force, c'est le CEO, Elon Musk. Parce que Elon Musk, on peut en faire tout un podcast dessus, mais il y a beaucoup de scandales derrière lui. Il a fumé un joint pendant un podcast bien connu. Forcément, l'action, elle a dévissé après, parce qu'on imagine mal Bernard Arnault fumer un joint énorme en plein podcast, tu vois. Donc là, ça a fait mal au cours. Les fans de Twitter, enfin, il est complètement fan de Twitter. Il tweet plusieurs centaines de tweets à la journée, c'est n'importe quoi. Et surtout qu'il disent, il dit sur Twitter tout ce qu'il pense à chaud. Donc il y a vu un scandale sur quelqu'un qui l'avait insulté d'homosexuel, etc. Enfin, ça va loin, franchement, ça va loin. Mais le livre, ça va très loin. Et puis même au niveau des cryptos, il a fait pas mal de trucs sur le Dogecoin. À un moment, il avait fait, je sais plus quoi, sur le Bitcoin aussi. Ouais, il est à fond. Il est très impulsif, c'est notamment dit dans le livre, très instable psychologiquement, hein, avec beaucoup de problèmes avec ses salariés, notamment au niveau du stress, que ça soit chez SpaceX, chez Tesla, chez The Boring Company, etc. Toutes les entreprises qu'il a. Le gars, dans sa tête, il est à 200 à l'heure, en fait, et il pense que tout le monde doit être à 200 à l'heure. Chose que ça se passe pas du tout comme ça. L'autre, il a racheté Twitter, il a viré tout le monde. Tu vois, déjà, il a mis tout le monde d'accord là-dessus. Donc, faire un peu attention. Et en plus, sans parler des nouveaux scandales de harcèlement sexuel qu'il y a eu chez Tesla ou SpaceX, je sais plus. Je sais pas sûr. Récemment. Et aussi, c'est un CEO qui est très visionnaire, mais aussi un peu trop visionnaire dans ses délais, où les délais sont souvent pas respectés, et forcément, le cours de l'action en pâtit. Il avait annoncé le véhicule autonome qui est toujours pas arrivé, c'est 100% vraiment autonome qui est toujours pas arrivé. Le robot humain, où ça fait 15 ans qu'il doit être là, il est toujours pas arrivé, comme le robot taxi, le taxi, etc. Les voyages dans l'espace avec SpaceX. Et quand il te sort un produit comme le Cybertruck qui a eu je sais pas combien d'années de retard, quand il te le sort, il est défectueux et il faut rappeler tous les modèles parce qu'il y a des pièces qui tiennent pas, quoi. C'est catastrophique. Voilà, c'était le petit tour de Tesla. Pourquoi je ne l'achèterai jamais. Toi, Hugo, alors écoute, moi je vais rajouter un point sur Elon Musk. Moi je trouve ça scandaleux, la demande qu'il a fait au board d'augmenter son salaire pour être plus investi dans la boîte. 56 milliards de dollars. Ouais, je pense que Elon Musk, clairement, il n'a pas besoin d'augmentation de salaire. Je pense qu'il a déjà suffisamment d'argent comme ça. Mais moi, je suis pas d'accord parce que justement, dans son contrat, il avait dit qu'il toucherait un salaire faible et justement, il serait payé en fonction des chiffres de Tesla. Et les chiffres de Tesla augmentent et ne font qu'augmenter en soi, même s'il y a une petite baisse. Et je sais pas, tout travail mérite salaire. Pour moi, c'est pas une bonne mentalité d'un CEO et c'est pas la mentalité d'un CEO que je recherche. Parce que tu demandes pas une augmentation de salaire sur ta boîte quand il y a plein de choses qui vont pas, quand il y a tous tes modèles qui sont défectueux, quand tu es en retard sur plein de projets.
quand il y a des scandales sur toi et que tu es déjà suffisamment, enfin c'est le mec le plus riche du monde ou le deuxième, je sais pas, ça switch toujours entre Bernard Arnault et Elon Musk, c'est déjà l'homme le plus riche du monde, il a je sais pas combien de baraques aux États-Unis, je pense que c'est clairement un mec qui n'a pas besoin d'argent. Et quand tu fais ça et que tu es serial entrepreneur comme lui, normalement tu fais ça par passion, tu ne demandes pas une augmentation de salaire. Tu regardes un exemple complètement opposé, Mark Leonard, le CEO de Constellation Ouais. Software, il a jamais touché un salaire de sa vie dans sa boîte, et il disait moi je veux jamais toucher de salaire, parce qu'il a déjà suffisamment d'argent comme ça, il est déjà multimilliardaire, et, Comme Berkshire Hathaway, comme Warren Buffett. Tu vois, 100 000 dollars est-ce par que an. tu vois Warren Buffett demander une augmentation de salaire au board parce qu'il y a eu des résultats? Non. Et Mais- moi, c'est pas, enfin, moi, c'est clairement un red flag, c'est pas une mentalité que je veux chez un CEO, surtout chez un CEO qui fait autant de bruit et dans une boîte qui a autant de problèmes que Tesla. Moi, ce qui me dérange, c'est pas trop sa rémunération, 56 milliards de dollars. C'est énorme, on est d'accord. Mais c'est surtout que ça va impacter la dilution, tu vois. Parce qu'il se Ouais. paye en augmentant les actions Bah, en c'est circulation. Il se Mais paye au détriment des actionnaires. C'est ça qui me perturbe le plus. Mais en soi, le chiffre 56 milliards de dollars, ça me dérange pas du tout, dans le sens où pour moi, Elon Musk, il a réellement réinventé, et même c'est lui qui a les fondements de la voiture électrique. Ouais, je suis S'il n'y avait d'accord. pas eu Tesla, je pense on serait encore à des... Enfin, c'est lui qui a inventé la batterie ion, tu sais, lithium-ion. Nous, on était, mais nous, tous les pays étaient à la traîne et n'avaient pas envie, les constructeurs n'avaient, parce que c'est énormément de capex, c'est énormément d'investissement pour produire le moindre truc Mm. de véhicules électriques. C'est très cher. Et lui a mis toutes ses tripes et a révolutionné, je pense vraiment, le monde de l'automobile. À... Et tout ça de façon assez récente. Ouais. Hein. Il date pas de. Mais Ça date justement, de- si son objectif c'est de révolutionner le monde de l'automobile, pourquoi les 56 milliards tu les réinvestis pas dans Tesla au lieu de te les verser alors que t'en as pas besoin? Parce qu'il pourrait les réinvestir ailleurs, comme il a fait avec les premiers argents. Tu vois, il a acheté, Ouais. il a créé PayPal. Je crois que c'était ça. Sa première boîte c'était PayPal, ouais. Ouais, il a tout revendu. Il a tout réinvesti dans une autre boîte. Et tu vois, à chaque fois, et c'est ça dans sa biographie, il prend de l'argent d'un côté pour le réinvestir ailleurs, tu vois. Et oui, de toute façon, avec 56 milliards, il peut s'acheter un département entier. Mais moi, je vois surtout que avec l'argent de Tesla, il a créé SpaceX. SpaceX, il a mis tout le monde d'accord. La NASA, etc. Oui, les fusées ne pourront jamais atterrir sur Terre. Il a calmé tout le monde. Tu vois, la fusée, elle revient sur Terre. Et les voyages commerciaux, etc. Starlink. Mhm. Starlink, oui, la CIA, avant, elle passait que par la NASA. Maintenant, c'est ciao. Elle veut même plus en entendre parler. Starlink, gouvernement russo-ukrainien, hop, la guerre, il a donné des satellites, etc. Le gars, c'est un visionnaire. Et pour être visionnaire, à un moment, je pense qu'il faut de l'argent. Je pense que vraiment, il ne vole pas les 56 milliards. Et c'est tout à fait raisonnable. Alors oui, c'est une somme complètement énorme et délirante. Mais c'est à son échelle, tu vois. Si avec les 56 milliards, il réinvestit même ne serait-ce que 10 milliards dans d'autres choses, ou même dans SpaceX, attends, ça veut dire que à cette allure-là, dans 30 ans, on peut aller vivre sur Mars, tu vois. Même si c'est pas du tout ce que je veux. Tu vois. Je sais pas, c'est vrai que ça se discute, ça dépend ce qu'il en fait. S'il le réinvestit dans d'autres projets, dans d'autres boîtes, pourquoi pas, mais À voir. c'est une décision discutable, en tout cas, tout au plus. Et moi, il y a d'autres points aussi qui me dérangent sur Tesla. Ok, c'est les premiers vrais constructeurs de voitures électriques, mais c'est pas parce que c'est les premiers que ça va être les gagnants. Ouais. Et on le voit, il y a toutes les marques qui sont en train de débarquer sur Il l'électrique. y a énormément de concurrence. Hein. Au début, Tesla était tout seul. Maintenant, c'est terminé. Tout le monde, que ce soit les constructeurs européens, les Allemands, les Français, les Chinois, tout le monde débarque. Les Japonais avec Toyota, tout le monde débarque. Et je pense que les constructeurs automobiles classiques ont beaucoup plus d'expérience que Tesla, notamment dans ce qu'on a dit, les contrôles qualité, dans la fiabilité des voitures, dans la fiabilité des produits, dans les finitions. Les voitures Tesla ont toujours été réputées pour avoir des finitions catastrophiques, avec des poignées de porte qui se barrent, des plastiques qui se cassent, enfin vraiment une catastrophe. Et même s'ils sont visionnaires et qu'ils ont l'image de marque de la voiture un peu cool, du mec qui aime la tech, moi je suis pas persuadé que ça devienne le leader des voitures électriques. Simplement parce que moi demain je vois si j'avais 30 ou 40 000 euros à claquer dans une voiture électrique,
je préférerais peut-être acheter une Mercedes qu'une Tesla, tu vois. Parce Ok. que Mercedes, c'est Deutsche Qualität, ça fait plus de 100 ans qu'ils font des voitures. Je sais que si j'achète une Mercedes électrique, elle sera peut-être plus fiable que ma Tesla électrique. Ok. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont raisonner comme ça. Et Tesla, bah, tout le monde l'achetait parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres alternatives aujourd'hui. Mais il y a tellement de problèmes sur les Tesla. Et les autres constructeurs, je pense, ont pas mal d'avance à ce niveau-là et au niveau savoir-faire et qualité, tout simplement, que je suis pas convaincu que Tesla, dans le futur, ait des parts de marché énormes, quoi. D'accord. Ah, c'est intéressant. Surtout au vu de toute la concurrence qu'il y a. C'est vrai que la concurrence, elle est délirante, hein. Voilà. Et je pense que, enfin, même j'avais vu justement quand je préparais le podcast que c'était cette année, au premier trimestre, la Peugeot i208 qui a été la plus vendue, tu vois. Ouais, c'est Donc même pas une Tesla. c'est même pas une Tesla. C'est même pas une Tesla. Tu vois, aujourd'hui dans Paris, les voitures électriques, t'as plus de Toyota que de Tesla, hein. Ouais, c'est vrai. Enfin, les taxis. Bah, les taxis sont tous en Taxi Toyota, Uber, en ouais. Nissan, en Dacia, non peut-être pas en Dacia, mais en Nissan, ouais, Nissan Toyota, et on voit, Et on Merco. voit partout. Mercedes, ouais. Mm. Et Mercedes, ils arrivent fort fort sur l'électrique et Ouais. ils proposent des modèles qui sont sexy, hein. Franchement, les Pour concept Mercedes, cars, moi j'adore. les concept cars électriques de Mercedes, pour le coup, c'est des belles voitures électriques, quoi. J'adore. Tesla, elles sont pas dingues leurs voitures, honnêtement, en termes de design, hein, je veux dire, elles Ouais. sont pas très belles. Elles sont pas très belles. Ok. Donc pour moi, Tesla, ok, c'est des visionnaires, ok, ils ont été premiers, ils ont démocratisé ça, mais ça veut pas dire que ça va être les leaders. Loin de là, je pense. Après, c'est mon avis, chacun se fera son avis. Bah, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire Donc, d'ailleurs. Voilà. Donc pour ça, bah, tu connais ma réponse pour Tesla aussi, ce sera non. Tout simplement. Bon, bah on va partir sur la deuxième action du Écoute, jour. on est déjà à 1 heure de podcast, hein, ça va être un podcast très long, on va peut-être atteindre les 1h30, 2 heures sur ce podcast, donc Prenez votre temps. prenez un petit café aussi. Hein. Prenez un petit café aussi. Et toi, ta deuxième action du coup? Alors, moi, ma deuxième action, c'est BNP Paribas. Ouf. BNP Paribas. BNP Paribas, c'est créé depuis 2000, fusion de plusieurs banques. Banque de Paris, Banque des Pays-Bas, d'où le nom BNP Paribas, mais aussi il y a eu la Banque Nationale de Paris, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, fusion de plusieurs banques en 2000, ça a Ah, c'est donné... ça, c'est la fusion entre BNP et Paribas. Oui, c'est ça. Banque Nationale de Paris, BNP. Paribas, c'était déjà la fusion entre une banque de Paris et une banque des Pays-Bas, d'où le nom Paribas. Bref. Dans le côté BNP Paribas, en fait, c'est pas vraiment que la BNP Paribas, c'est un peu un fourre-tout de banques européennes que j'ai voulu mettre ici. On peut citer le Crédit Agricole, on peut citer la Deutsche Bank, on peut citer la Société Générale. Toutes les banques, en fait, qui sont dans la zone monétaire de l'euro et dans l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que ce sont des banques qui n'ont aucune performance depuis 2008, depuis la crise financière, à cause des régulations de l'Union européenne, à cause des taux d'intérêt qui ont été beaucoup trop bas pendant toutes ces années. Et au-delà de l'aspect performance qui est inexistante sur ces banques, je pense que c'est très compliqué de comprendre le business des banques. Aller lire un bilan bancaire, c'est un métier à part entière, c'est incompréhensible. Il y a des croissances qui sont nulles. Donc le chiffre d'affaires de BNP Paribas, c'est 3,1% sur 10 ans. Les earnings, c'est 0. Les free cash flow, c'est 0, il n'y en a pas. Les marges, c'est catastrophique. Les dettes, c'est ultra endetté, même s'il n'y a pas de ratio dette sur EBITDA sur les banques, parce qu'il n'y a pas d'EBITDA, c'est un autre calcul. Mais quand on regarde les dettes nettes ou les dettes totales, c'est des sommes qui sont astronomiques au niveau de la dette. Moi perso, c'est des business que je comprends pas, j'y comprends rien. C'est des business assez compliqués. En fait, il faut partir du principe où quand on analyse une banque, et pour les assureurs, ça peut être à peu près le même système. Ouais. Tous les ratios que vous utilisez d'habitude, le PEG, le PBR, etc., c'est des ratios qui ne sont pas applicables aux banques et assurances. Pourquoi ? Parce que tu vois, par exemple, il n'y a pas de ROCE, il n'y a pas de ROE, etc. C'est vraiment très particulier. Et c'est ce qui en fait la complexité à bien analyser une entreprise de secteur. Warren Buffett fait ça très bien, parce qu'il investit dans beaucoup de banques et d'assurances. Mais honnêtement, moi, pareil que toi, j'ai vraiment du mal à... C'est une analyse complètement différente, quoi. Ouais, puis moi, honnêtement, personnellement, ça m'intéresse pas. Ouais. Ça m'intéresse pas, donc je vais jamais faire l'effort d'apprendre à analyser une banque, quoi. En fait, c'est pas un truc qui... Même une banque américaine ? Même une banque américaine. C'est pas un secteur qui m'intéresse, c'est pas un secteur dans lequel il y a de la croissance, je pense. Les assurances, pourquoi pas, tu vois, parce qu'il y a des assureurs, notamment le fameux Markel, qui pourraient, pourquoi pas, m'intéresser. Ouais.
mais c'est plus dans une optique de un Diversification. Berkshire Hathaway Ouais. Light que une assurance, parce que le business de l'assurance m'intéresse pas forcément non plus. J'irai jamais investir dans un AXA, tu vois. Jamais. Score, ça, ouais. Jamais. Mais tu vois, d'un côté, moi, je trouve ça dommage, enfin, pour nous, en fait, de pas s'intéresser, parce que c'est un reproche que je me fais à moi aussi, parce que un assureur et une banque, de un, c'est obligatoire d'en avoir, tu vois. Si t'es salarié, t'es obligé d'avoir une banque. Si t'es entrepreneur, t'es obligé d'avoir une banque. Et t'es obligé d'être assuré. Tu vois, c'est deux business où t'es obligé de les avoir, à petite ou à grande échelle, tu vois. Donc, ce sont des business qui sont essentiels, durables, hein, pour moi. Une banque, ça existera toujours, un assureur également. Et c'est vrai que je pense que ça peut avoir du sens d'être investi dedans, mais encore une fois, comme pour toi, j'arrive pas à me mettre dedans. Ouais, C'est puis trop... honnêtement, je pense que t'as pas besoin d'être investi dans une banque pour avoir un portefeuille diversifié et pour faire de la Ouais, perf. Hein. Clairement, un Visa peut concurrencer. ouais, voilà, dans le secteur de la finance, je préfère largement acheter du Visa, du MSCI ou du S&P Global, tu vois, que une banque. Ouais. Clairement, voilà. Donc pour moi, les bancaires européennes, en règle générale, ce sont des sociétés dans lesquelles je n'investirai jamais, probablement, sauf si un jour je me motive à analyser des banques. Mais même si je venais à analyser des banques et à trouver des banques qui me plaisent, ça serait clairement pas en Europe. Et justement, ça rejoint mon deuxième point. Il y a des banques qui sont intéressantes dans le monde, mais elles ne sont pas en Europe. Si vous voulez acheter des banques, regardez les banques américaines qui ont beaucoup plus de performance que les banques européennes. Pourquoi? Parce que les régulations ne sont pas les mêmes, parce que les taux d'intérêt ne sont pas les mêmes. Et également, j'avais écouté un podcast sur les banques indiennes. Et les banques indiennes, ça peut être un très très bon investissement, à condition de savoir analyser non seulement des banques, mais aussi d'être calé sur le marché indien. Donc ça fait quand même deux critères qui sont assez rares. Qui sont assez rares. Donc n'allez pas, à la suite de ce podcast, acheter la première banque indienne qui passe. S'il vous plaît, si vous ne connaissez pas le marché indien et que vous ne savez pas analyser une banque, n'y allez pas. L'exemple que je donne ici, c'est vraiment si vous vous y connaissez. Pourquoi ça peut être intéressant? Parce que l'Inde, vous le savez tous, c'est un pays avec un fort développement, une forte croissance, il y a beaucoup de croissance du PIB, il y a toute une classe moyenne qui est en train d'émerger en Inde, et surtout c'est un pays qui se développe aussi énormément en termes d'infrastructure, en termes de société, et qui dit développement d'infrastructure dit crédit, dit prêt bancaire, et dit des banques qui font de l'argent, parce que le business d'une banque c'est de faire du crédit. Et donc plus il y a de projets, plus il y a de construction, plus il y aura de crédits bancaires, à l'image de ce qui a pu se passer en Chine, où les plus grandes banques du monde ont émergé en Chine, la National Bank of China, je crois, la Construction Bank of China, enfin, toutes ces banques-là en Chine, qui aujourd'hui sont des mastodontes, ont émergé grâce au développement de l'infrastructure en Chine et de la prise de crédit massif de la part des sociétés et de l'État qui ont développé ces infrastructures. Donc les banques indiennes, ça peut être très intéressant pour s'exposer à la croissance de l'Inde, ça peut être très rentable, mais c'est pas pour tout le monde. Si vous ne savez pas analyser les banques et que vous ne connaissez pas le marché indien, n'y allez pas, vous allez vous casser les dents. Achetez un ETF si vous voulez vous exposer à l'Inde sans faire l'effort d'analyser. Voilà. Personnellement, j'irai pas analyser des banques indiennes, c'est pas mon délire. Tu vois, tu as de la micro et de la macroéconomie. Ouais, là c'est très très chaud. Comment? Parce que déjà, pour comprendre, c'est pas analyser une banque, c'est pas analyser une action. Ouais. Une banque, c'est ce qui régit le monde en fait, hein, parce que du crédit à l'épargne, en passant par les prêts immobiliers, etc., tout le monde, dès qu'on est adulte, et en vrai même 16 ans, 17 ans, on est impacté aux banques. Ton livret, s'il augmente de 1%, c'est de la croissance en plus, c'est du pouvoir d'achat en plus, tu vois. Donc les banques, c'est ce qui régit vraiment le monde entier, et il faut s'intéresser à ça. Donc, tu peux pas investir dans une banque si tu comprends pas ce que c'est un taux directeur, si tu comprends pas ce que c'est le FMI, la BCE, la BOC, etc., leurs liens ensemble. Donc c'est ça, c'est très complexe, et je pense que c'est... Voilà. Et déjà, si vous savez pas me citer le nom de la banque centrale indienne, personnellement je ne saurais pas vous le citer, n'achetez pas de banque indienne. Ça. Déjà. En plus, l'Inde, il faut savoir que dans le podcast, donc le mec qui était un Indien évidemment, disait qu'en Inde, il faut faire attention parce que c'est un marché qui est très complexe,
C'est un peu comme les États-Unis, dans le sens où on a plusieurs États, enfin ça s'appelle pas des États, je crois que c'est des provinces ou je sais plus différents, avec chacun leur régulation, c'est assez décentralisé aussi comme gouvernement. Et il y a plusieurs Indes en Inde en fait, parce qu'il y a vraiment plusieurs classes sociales différentes. C'est une société de caste qui est vraiment très très fermée. Donc c'est pas une société, enfin c'est pas une économie dans laquelle on investit comme on investit aux États-Unis ou en Europe. C'est des mentalités qui sont complètement différentes, des cultures qui sont complètement différentes, des modes de vie qui sont complètement différents. Donc, s'il vous plaît, achetez pas Ouais, les faites banques indiennes attention, quoi. si vous ne savez pas. Par contre, si potentiellement vous êtes indien, vous êtes d'origine indienne, que vous connaissez le marché, que vous allez en Inde, que vous connaissez le pays, pourquoi pas? Ouais, ça peut être, Franchement, ça peut être une très bonne idée. intéressant. Ou même si vous êtes passionné de l'Inde, que vous voyagez souvent là-bas et que vous avez une vision de l'Inde que d'autres n'ont pas, ça peut être un avantage compétitif que vous pouvez mettre à profit pour investir dans l'économie indienne de manière un peu plus directe qu'un ETF. C'était Monish Pabrai, l'investisseur? C'était pas Monish Pabrai, c'était un autre, je connais plus le nom, mais c'était pas Monish. Ok. C'était dans les podcasts de We Study Billionaire sur les... Qu'on vous recommande, hein, d'ailleurs, c'est en Énormément. anglais, mais c'est incroyable. Hein. Tous les trimestres, ils font des masterminds à 3. Il y a un Américain, je crois un Allemand et un Indien. Donc c'est lui justement, l'Indien. Je connais plus son nom. Et en fait, dans les masterminds, tous les trimestres, ils pitchent chacun une idée d'action. J'adore ce concept. Je pense qu'on va on va leur voler hein, sur le cas frontal, hein, clairement. Mais c'est quoi, c'est le deep dive? Non, c'est pas un deep dive. C'est vraiment, ils arrivent tous les trimestres et chacun dit une action, une idée d'investissement qu'ils ont eu dans le trimestre, qu'ils ont acheté ou pas, ça dépend. Ils pitchent l'idée d'investissement aux deux autres et les deux autres doivent détruire l'idée d'investissement. Et je trouve ça génial comme concept. C'est génial. Genre, moi, demain, j'arrive, je te pitch, j'en sais rien, moi. L'évolution AB? Non, on la connaît trop maintenant. Ouais. Mais je sais pas, je te pitch une société que tu connais pas du tout. J'arrive, je te dis, ouais, j'ai investi dans Burberry. Ouais. Je dis ça parce que c'est un exemple qu'il a donné dans la vidéo. Et je dois te convaincre de pourquoi j'investis dans Burberry. Et eux savent que tu as choisi Burberry ouais, pour se et du coup, préparer. eux, ils préparent aussi leurs Ok. arguments ou leurs contre-arguments. Des fois, ils sont d'accord, des fois, ils sont pas d'accord, ils expliquent leur thèse, parce que chacun a une approche un peu différente. Tu vois, quand t'en as un qui est vraiment value à fond, qui achète donc il achète que des par PER Microsoft, de 4, le mec, il t'achète que des culs de cigares, enfin, vraiment, le mec value à fond à la Graham. T'en as un qui est plus quality GARP, Ok. et t'en as un, l'Indien, justement, qui est un peu entre les deux, mais qui fait surtout du value. Lui, il est aussi beaucoup dans le bancaire. Il est, Ok, enfin, voilà. ouais, un C'est peu vachement intéressant parce que du coup, il y a des ça points peut de être vue qui sont sympa de mettre ça complètement différents. en place. Et en plus, là, les deux, un qui est value et l'autre, l'Indien, ils ont des fonds d'investissement en plus. Donc, j'adore leur podcast, mais bref. On va essayer de faire. J'aimerais Il y trop a plein de trucs qui vont arriver de toute façon. On est en train de bosser là-dessus. Et voilà, les banques indiennes, pourquoi pas, les banques européennes, fuyez. Et ça, j'en profite, peut-être avant de faire ce point, est-ce que toi tu achètes BNP Paribas, Jean? T'as été actionnaire de Crédit Agricole, je crois? Non, de Société Générale. De Société Générale aussi pour un value place. Bon, en fait, l'action n'a rien fait, donc j'ai revendu en positif, mais de pas beaucoup. J'ai dû faire quoi? 3 ou 5% de performance. Donc en fait, ça m'avait plus fait perdre du temps et de l'énergie pour rien. Alors, je vais pas investir dans BNP parce que encore une fois, c'est un secteur que j'ai du mal et je préfère le secteur des assurances que des banques, qui est plus simple à comprendre et moins vaste. Mais BNP, je peux pas lui retirer le truc c'est une des banques européennes les plus gourmandes et comment dire, tu vois, c'est la banque qui a voulu aspirer 2 fois la Société Générale. Elle a pas réussi parce qu'il y a l'État qui est intervenu, etc. Mais c'est une banque quand même qui en veut et qui se contente pas de la petite banque de détail comme est Société Générale, tu vois. C'est une banque, c'est la plus grande banque européenne. tu vois, c'est la plus grande banque européenne, mais qui a cette volonté de s'étendre encore à la banque d'investissement, à la banque d'investissement, avec sur les les États, ETF etc. aussi. Voilà. Contrairement à beaucoup de banques comme par exemple Crédit Agricole, etc., ou Société Générale, qui sont beaucoup plus la banque de détail, donc du particulier, bref, la banque qui fait pas de marge et qui rapporte rien, et où les coûts des salariés sont énormes. Tu vois. Alors que la BNP particulièrement, c'est quand même la banque en Europe qui me fait le plus rêver avec Banco Santander ou non, après l'autre elle est anglaise, donc non. HSBC. Ouais, c'est encore autre chose, les banques Tu vois. anglaises. Les banques suisses aussi, c'est encore autre chose. Tu vois, voilà. Donc, BNP, c'est pour moi la meilleure bancaire en Europe.
Mais encore une fois, j'investirai pas dedans parce que c'est un secteur beaucoup, beaucoup trop Et complexe. puis surtout, il n'y a pas de perf. Et il n'y a pas À de quoi perf. bon acheter Après, une je pense action pas- qui n'a pas de perf? À quoi bon? Je pense pas que les gens achètent du BNP ou des bancaires pour le performance. Je pense qu'ils achètent ça pour le dividende. C'est pas une stratégie comme la nôtre, tu vois. Et c'est pas une stratégie de croissance, mais plutôt une stratégie de diversification. On aime ou on n'aime pas, tu vois. Mais ils achètent pas une action pour la croissance, peut-être pour se couvrir aussi. De quoi, je sais pas. Mais puisque s'il y a une récession, les banques, c'est les premières impactées. Ouais, c'est ça. Je vois pas l'intérêt d'avoir une bancaire. Après, je suis pas un fan ni un fin connaisseur du dossier, mais quel est l'intérêt d'être investi dans une bancaire? Je ne sais pas forcément, honnêtement, à part le dividende, si on a Moi, une je vois stratégie pas parce dividende. que, un, il n'y a pas de croissance. Deux, il y a un dividende, certes, mais on peut trouver des bien meilleures entreprises à dividende si vraiment le dividende est notre stratégie. Donc pour moi, le dividende, c'est pas un argument non plus pour acheter une bancaire. La protection, je suis pas convaincu non plus parce que pour moi, une entreprise qui fait pas de performance, justement, c'est une contre-protection, c'est pas une protection du tout. C'est des business qui sont très cycliques, très volatiles. Pour regarder le cours des actions des bancaires en général, ça fait des yo-yo, c'est extrêmement volatile. Ça dépend des taux d'intérêt, ça dépend des conditions économiques, donc ça couvre pas. Diversification, est-ce que vous avez besoin de posséder tous les secteurs du monde pour être diversifié? Moi, je suis pas Je pense convaincu. non plus. Donc vraiment, après c'est mon humble avis, hein, mais pour moi, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à posséder une bancaire. Je l'ai pas trouvé non plus. Voilà. Je l'ai pas trouvé. Et justement, j'en viens à conclure sur le sujet des bancaires avec ce point qu'on va rabâcher. Dans tous les podcasts, préparez-vous à ce qu'on le rabâche parce que j'ai l'impression que c'est pas encore assez compris. J'ai hâte de savoir ce que tu vas dire. Attention au court terme! Arrêtez avec le court terme, purée, c'est dingue! Moi, ça me rend fou. J'ai posté la dernière fois sur Instagram un post avec les 4 pires actions françaises selon moi. Moi, j'ai fait rapide, hein. J'ai pris Screener IQ Invest, les notes décroissantes, enfin croissantes du coup, filtré France, j'ai pris les 4 premières, donc les 4 pires, Danone, Crédit Agricole, Renault, Alstom, et j'ai posté ça sur Insta. Et là, toujours... Une t'as- avalanche. Non, je crois qu'il y a 3 mecs. Mais t'as toujours, tu peux être sûr, il y a 3 mecs qui sont arrivés qui m'ont dit « Ouais, pourquoi tu dis que Crédit Agricole c'est pourri? Moi, Crédit Agricole, j'ai acheté l'année dernière, j'ai déjà fait 30% sur le cours de l'action et tout. » Ah ouais. Oh là là, franchement les gars, c'est pas contre vous, hein, mais j'en peux plus de ce raisonnement, j'en peux plus. La prochaine fois que j'entends ça, vous allez sur Google Finance ou Yahoo Finance, c'est gratuit. Vous allez dessus, vous tapez le cours Crédit Agricole, vous cliquez sur Max, d'accord, c'est très important, vous cliquez sur Max, vous regardez le cours de l'action, vous allez flipper. Ouais. C'est une catastrophe. C'est des cours qui ont explosé en 2008, qui ont fait moins 80% et qui depuis sont plats. C'est plat, ça fait zéro performance. Et si vous voulez vous donner un peu plus de travail, vous comparez ça. Moi, je compare toujours avec allez, on va pas faire les gourmands, tu compares avec un CAC 40, avec un ETF Voilà, par CAC 40. Même, on parle même pas du S&P 500, tu vois. Juste, tu fais de l'Eurostock 50 ou de C'est ça. l'Eurostock 600 ou du CAC 40, et vous allez voir que la plupart des boîtes que tu as citées vont sous-performer. Donc là, la question est-ce que c'est mieux d'avoir un ETF plutôt que du stock picking a tout son sens selon moi, parce que in fine, vous aurez été perdant, mais pas perdant de centaines d'euros, hein, perdant de beaucoup, beaucoup d'euros. Tout à fait. Et je pense que beaucoup de gens font l'erreur de justement voir les gains à court terme. C'est très bien les gars de faire 30% à un an, en un an, mais déjà, vous oubliez le coût d'opportunité. Parce que c'est pas parce que vous avez fait 30% sur une action que c'est bien si vous auriez pu faire 150% sur une autre action. 30% sur le Crédit Agricole en un an, c'est ridicule si vous auriez pu faire 200% sur Nvidia en un an. Enfin, 200%, je dis des chiffres au pif, hein, mais vous comprenez le principe. Ne pas oublier le coût d'opportunité. C'est pas parce que vous faites 20% de croissance que vous auriez pas pu faire 40% ailleurs en ayant des meilleurs choix d'investissement. Et ensuite, arrêtez de voir le court terme parce que tout le monde peut faire 30% en un an. C'est une question de chance, tout simplement. Vous achetez du Crédit Agricole aujourd'hui, au bout d'un an, vous avez une chance sur 2 d'être dans le positif. C'est comme ça, c'est les marchés. C'est juste une question de chance. Par contre, là où ça va être intéressant, c'est de regarder les performances à 5, 10, 20, 15 ans. Et là, quand vous regardez les performances à long terme, ce sont des actions qui ne font rien. Zéro performance.
Et c'est pas des actions qui vont se retourner du jour au lendemain et qui, comme par miracle, dans les 10 prochaines années, vont surperformer des Apple et des Microsoft. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que le secteur bancaire est beaucoup trop régulé, il n'y a pas de croissance, il n'y aura jamais de croissance sur ce secteur bancaire. Vraiment, voilà, le mot de la fin sur les bancaires, c'est arrêter de raisonner court terme, regardez les cours de bourse à long terme, regardez les performances à long terme, et demandez-vous pourquoi vous achetez ces entreprises, et si vous n'arrivez pas à justifier, à trouver une raison de pourquoi vous avez du Crédit Agricole en portefeuille, pourquoi vraiment, quelle est la raison ? Est-ce que c'est pour la croissance ? Est-ce que c'est pour le dividende ? Est-ce que c'est pour la diversification ? Est-ce que c'est pour faire du yo-yo sur le court terme, mais dans ces cas-là, vous êtes dans le trading, vous n'êtes pas dans l'investissement ? Là, je vous invite vraiment à aller voir le podcast qu'on avait fait sur comment on choisit nos actions. Et notamment, on avait parlé de la thèse d'investissement. Parce que, attention, si vos thèses d'investissement, c'est d'avoir toutes les bancaires, c'est en respect, c'est en accord avec vos thèses d'investissement. Bon, après, est-ce que votre thèse d'investissement est bonne ou pas ? Voilà, après, ça, c'est à vous de juger. Mais il faut être à l'aise avec sa thèse d'investissement. Si vous êtes à l'aise avec vos thèses d'investissement, si vous connaissez vraiment le secteur, voilà, si vous pensez qu'il y a des fondamentaux, il y a du truc derrière le BNP ou autre, bah, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Faut juste être à l'aise avec les actions qu'on a en portefeuille. Tu vois, si ton action Crédit Agricole, elle dévisse de 40% en un an, et que vous la connaissez, eh ben ok, moi je dis pas de souci, tu vois. Après, en fait, faut connaître et faut être à l'aise avec ses actions. Nous, forcément, on a à peu près la même stratégie, on n'a pas les mêmes sociétés en portefeuille, pas sur toutes en tout cas. Tu vas être d'accord avec moi sur plusieurs trucs, et des accords aussi. Tu es à l'aise avec ton portefeuille, moi je suis à l'aise avec le mien. Je sais très bien que si on a un gros marché baissier pendant 2 ans, les actions que j'ai en portefeuille, à l'heure où on fait la vidéo, je suis à l'aise, même si elles baissent 20-30%, tu vois. Je serais à l'aise. Je serais moins à l'aise si j'avais du BNP ou du Renault, par exemple. Du Renault. Voilà. Et vraiment, et moi franchement, je suis prêt à mettre une main à couper, je suis prêt à mettre une jambe à couper, ma tête à couper, tout ce que vous voulez. Que les gens qui dans les commentaires m'ont dit Crédit Agricole c'est bien, j'ai fait 30%, n'ont jamais analysé cette boîte et ne savent même pas pourquoi ils ont acheté Crédit Agricole. C'est juste classement, dividende. Pour moi c'est vraiment du pif, c'est de la chance. Vous avez mis une cartouche sur Crédit Agricole, hop, vous avez lancé une pièce, pile ou face, ça a fait plus 30%, ça aurait pu faire moins 30%. C'est vraiment du pile ou face. À vous de voir. C'est ce qu'on avait dit dans un dernier podcast aussi. Dans ce cas-là, allez au casino. Ça sera beaucoup plus fun, vous jouez au poker. C'est beaucoup plus sympa. Ça sera beaucoup plus fun que d'acheter du Crédit Agricole. Voilà. C'est clair. Troisième société, dernière société. Troisième et dernière société. C'est qu'à la base, je voulais faire 5 actions chacun. Oh. Attends, on est à 1h18 de podcast. Ouais, mais ça va le faire. Mettez-nous en commentaire si vous aimez le podcast à l'heure où vous écoutez. Voilà, dites-nous si vous aimez quand on prend notre temps comme ça. Puis de toute façon, même si vous aimez pas, on prendra notre temps quand même. Oui, le but c'est de faire pour tout le monde. Et pour nous aussi quand même. Ah, mais on le fait avant tout pour nous, parce qu'on kiffe. Troisième société, Airbus. Tu connais ? Non, je connais pas. C'est quoi ? Et ben, c'est une entreprise qui a été fondée en 1970, Hugo. Ils vendent quoi, des aspirateurs ? Ouais, c'est ça, volant. C'est le numéro 1 européen et le numéro 2 mondial de l'industrie aéronautique. Elle produit des avions commerciaux, militaires et des systèmes spatiaux et des hélicoptères. Et on connaît tous le duopole Boeing Airbus. L'industrie aéronautique, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Bon, comme l'industrie de Renault et de Tesla, il est très cyclique, mais vraiment très 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 cyclique et très concurrentiel également. Et lui, encore plus que les deux autres, il est ultra réglementé par les États. Donc là, ça fait déjà pas beaucoup de... Sans compter l'actionnariat. Hein. Là, chez Airbus, t'as l'État français, t'as l'État allemand, t'as l'État espagnol, t'as toute la Dream Team des gérants... Au total, t'as 8000 milliards de dettes, tu vois, si t'as tous les actionnaires. C'est ça, t'as vraiment la Dream Team des mecs qui savent le mieux gérer l'argent au monde, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça, hein, c'est terrible. Alors, les principaux... Là, je vais vous dire 2 points. On va faire 2 gros points. Les principaux problèmes, sans parler des chiffres. Bon, bah déjà, il y a une compétition qui est totalement féroce entre Boeing et Airbus. Hein. En ce moment, je pense que vous le savez, elle est gagnée largement par Airbus. Pourquoi ? Parce que Boeing, l'avion,
les portes elles se décrochent, le capot il s'enlève et le bulot il Comme se Tesla fissure. avec ses Cybertrucks. Tu vois, c'est bon. Là en ce moment c'est largement gagné par Airbus, mais c'est pas dit que dans 2, 3, 5, 10 ans, ça soit pas Boeing où les avions sont de Il meilleure suffit qualité. qu'il y ait un Tu changement vois. de direction pour que... voilà. Donc la compétition elle est accrue entre Boeing et Airbus, mais c'est pas tout, il y a un nouvel entrant. Comac, le nouvel entrant en Chine. Alors on est bien d'accord, Comac peut faire très mal, mais il va faire très mal que sur le marché chinois et on va dire asiatique. C'est pas demain la veille, on va voler dans un avion Comac en Europe. Parce qu'on sait, la Chine, c'est pas non plus le pays le mieux. Enfin, il est très réglementé, mais c'est très différent. Voilà. Bon, il n'y aura pas de Comac en Europe, à mon avis, d'ici 5 à 10 ans, facile. Visiblement, les Comac sont quand même plus fiables que les Boeing. Hein. Oui. Donc, mais après, on sait pas. Peut-être que s'il y a un crash en Comac, peut-être que c'est pas dit au journal, tu vois. On n'a pas le droit de parler de Comac en balle. Peut-être que... Est-ce que le cours de Comac a le droit de baisser? Peut-être que le journaliste qui va te parler du crash de Comac, il va nous faire une... Comment il s'appelle? C'est la faute du pilote. C'est le mec Alibaba, comment il s'appelle? Ah oui, Jack Ma. Il va Jack nous Ma. faire une Jack Ma, tu vois. Non, ça c'est encore particulier. Ensuite, moi ce que je vois un gros problème chez Boeing, c'est la gestion des retards. C'est un leader, on est d'accord, c'est celui qui a le plus de commandes en ce moment, mais ça peut poser des problèmes. Gestion des retards et coûts supplémentaires. Et oui, parce que Airbus, son carnet de commandes, il est plein à craquer. Comme Alstom avec ses trains et ses tramways, il y a plus de 8000 avions à fabriquer en commande. Le problème, c'est que s'il y a des retards, il y aura des pénalités de retard. Et les pénalités de retard, on ne parle pas des amendes là quand on a un stationnement. Les pénalités de retard dans le milieu aéronautique, ça se compte en centaines de milliers, voire millions d'euros de pénalités. Ce qui fait très mal, ça baisse les marges, ça augmente des coûts forcément aux aéronautiques, aux groupes aéronautiques d'industrie. C'est problématique. Encore une fois, comme sur Tesla ou Renault, il y a des problèmes de chaîne d'approvisionnement avec des matériaux comme les semi-conducteurs qui bloquent, les problèmes de piraterie, en veux-tu, en voilà, etc. Ça aussi, ça pose problème pour l'industrie aéronautique. Et forcément, pour Airbus, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'il y a une dépendance au marché européen, dépendant aussi des subventions et du soutien des gouvernements européens qui sont présents, comme tu as dit, au capital de la société, qui sont présents de A à Z. Et là, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Terrible. Il y a la Commission européenne chez Airbus, ça fait rêver. Hein. C'est ça. Ensuite, j'ai parlé vite fait des problèmes techniques et de sécurité. Un défaut de conception, un défaut ou un problème technique, forcément, ça va affecter la réputation et entraîner des coûts de rappel qui sont élevés, voire démesurés. On a vu là, Boeing a rappelé plusieurs de ses 737. C'est un coût faramineux pour lui. C'est un coût énorme pour les entreprises les compagnies aériennes. C'est comme là, quelle entreprise j'achèterais jamais? J'ai dit Airbus, ça aurait pu être Boeing. Tu regardes le cours de Air France KLM. Tu l'as vu? Mais c'est monstrueux aussi. Jamais de la vie. J'achète jamais de la vie. En fait, à la base, je voulais mettre Air France à la place d'Airbus et je me suis dit, bon, en vrai, ça va plus parler Airbus quand même, tu vois. Mais Air France, c'est vraiment tiré sur l'ambulance parce que c'est une catastrophe. Il n'y a rien du tout. Air France, c'est catastrophique. Je crois que ça fait 10 ans qu'elle est dans le négatif, elle n'a jamais gagné d'argent. C'est la boîte de l'État, je pense, une des boîtes qui est gérée par l'État qui est catastrophique, tu vois. C'est comme Orange, etc. Toutes les boîtes gérées par l'État sont catastrophiques. Ouais. Vinci, c'est la moins pire. Elle n'est pas gérée par l'État. Elle est privée. Mais ouais. L'État est actionnaire, mais elle n'est pas gérée par l'État. Comme Airbus ou Air France, tu vois. Mais bon, l'État a quand même un fort pouvoir de décision. Alors que Orange, Air France, c'est quand même un peu plus dépendant de l'État que Vinci ou Airbus. Enfin, j'imagine. Et Airbus, qu'est-ce que je peux en dire? Il y a aussi, après tout ça, il y a une pression environnementale et réglementaire. Et oui. Parce que la réduction des émissions de CO2, le développement durable, etc., on l'a dit juste avant, énorme besoin de CAPEX, avions hydrogène, avions électriques, etc., des trucs qui sont pas prêts d'arriver. En plus, il y a la réglementation, parce qu'un avion sans pilote, à mon avis, c'est pas demain la veille que ça va arriver. Tout ça, ça peut poser problème, et c'est pour ça que, pour moi, personnellement, je vais passer mon tour sur Airbus, mais c'est pas tout. Là, on a vu Airbus, les principaux problèmes sans parler des chiffres.
Mais il y a les principaux problèmes seulement en parlant des chiffres. Ah, je me suis saucé sur ce truc. Ah, les chiffres, là, je les Ouais. vois, ils font pas Donc rêver. là, 3,5 sur 20 sur le screener. Voilà, c'est pas énorme non plus. La croissance médiane du chiffre d'affaires et du free cash flow sur 10 ans, 0%. 0% de chiffre d'affaires. Ouais, 0% de croissance sur les Ah ouais, free cash super. flow et sur le chiffre d'affaires. Une marge brute à 15%, une marge nette à 5%. Là aussi, même Oh, problème. là, on est sur le niveau de Renault, niveau marge. Tu vois, s'il y a un problème, hop, on est tout de suite dans le négatif. Donc forcément, résultat net en négatif en 2019 et en 2020. Ça veut dire que Airbus, même si et c'est ça qui est impressionnant, hein, même si le carnet de commandes est plein à craquer, tous ces problèmes d'approvisionnement, de règlement, de coûts, hein, parce que c'est énormément d'employés, etc., les marges sont trop faibles et ils n'arrivent pas à marger et forcément ils sont perdants sur plusieurs années. En fait, les marges, ça porte bien leur nom parce que les marges, ça garantit aussi une marge de manœuvre pour les entreprises. Ouais, plus la marge est élevée, plus l'entreprise a des marges de manœuvre. Et si une entreprise a une marge nette de 70%, vraiment un truc idéal, monstrueux. Mastercard. Je suis pas sûr que la marge opérationnelle, oui, Ah oui. 70%, mais pas la marge nette. Non. Mais Je crois que c'est un 5. bon, allez, marge nette de 30%, mettons déjà quelque chose d'exceptionnel. Marge nette de 30%, même si vous avez vos coûts d'approvisionnement qui explosent, l'inflation, les machins, une grève des salariés, j'en sais rien, bref, des trucs qui se passent pas comme prévu dans votre business, même si vous perdez 5% de marge et que vous passez à 25%, votre business est toujours rentable. Dans le cas d'Airbus, il se passe le moindre problème, vous perdez 5% de marge, vous êtes dans le négatif. Zéro. Négatif. Pas de marge de manœuvre. Voilà. Ouais. Le ROCE, donc la rentabilité des capitaux investis, croissance médiane sur 10 ans de 2,34%. Autant vous dire que vous êtes actionnaire chez Airbus, ça va pas être Il n'y a pas de retour sur capitaux, hein. Clairement, là, il y a même de la destruction. Il y a même de la destruction de valeur en fait parce qu'on est en dessous de l'inflation. C'est ça. Mais bon, peut-être que tu veux investir sur Airbus pour les dividendes. Le problème, c'est qu'ils sont pas réguliers. Tu vois, en 2019 et 2020, ça a été stoppé. Donc, si les dividendes ils sont stoppés, pourquoi investir dans Airbus? C'est pas pour les dividendes, c'est pas pour la croissance. On est au même niveau que Renault, mais c'est la Renault volante. Donc pourquoi investir chez Airbus du coup? Je sais pas. Moi non plus. Non, c'est n'importe quoi. Les besoins en CAPEX, énormes aussi, 57%. Pour financer, donc j'avais regardé vite fait le bilan, le BFR, besoin en fonds de roulement, qui est, c'est énorme parce que, en fait, pour vous expliquer très simplement, Airbus, pour construire un avion, doit amener énormément d'argent. La construction d'un avion, c'est pas un truc, c'est pas un sac en cuir, tu vois. Donc, pour construire un avion, c'est énormément d'argent à investir avant même que son avion soit vendu et que l'argent soit ramené. Parce qu'il y a des délais de paiement, etc., de plusieurs mois. C'est énorme. Donc, besoin énorme pour financer son BFR, le besoin en fonds de roulement et des besoins colossaux en R&D. Donc, on l'a vu avec les avions à hydrogène, les avions sans kérosène, etc., décarbonés, moitié olive, moitié essence, mélangé, etc. Donc, c'est énorme. Olive. Ouais, non. Biocarburant. Ouais, voilà, biocarburant. Ouais. Et forcément, Airbus sous-performe allègrement le CAC 40 et le S&P 500 sur 10 ans. Je vous laisse voir par vous-même l'entreprise, son cours. T'achèterais toi Airbus? Alors si on récapitule, pas de croissance, pas de bons dividendes. Non. Destruction. L'État aux actionnaires, destruction de valeur avec un ROCE qui est inférieur à l'inflation. Sous-performe le CAC, sous-performe le S&P 500. Est-ce que j'achèterais? CAPEX énorme. Est-ce que j'achèterais? Non. Hein. Non. Non, effectivement. Est-ce que tu savais que Arnold Schwarzenegger avait acheté des avions et fondé sa propre compagnie aérienne? Alors je savais pas. Par contre, je savais que John Travolta est un fan d'avions et dans sa maison, il y a une piste pour garer son Airbus, son Boeing. Et vraiment, tu sais, dans sa maison, tu as le bras qui prend la porte de Boeing et il peut passer du Boeing à chez lui directement. Il a la passerelle. Oh là là, John Travolta. Mais bon, je ne savais pas que Arnold... Ouais, je vous conseille, on a parlé de biographie, un peu Elon Musk, Steve Jobs. Lisez la biographie d'Arnold Schwarzenegger, Total Recall. Ouais. La meilleure biographie que j'ai lue de ma vie.
Il a une vie à 200 à l'heure. Ce mec, il a tout fait, tout vu, tout vécu. Ça, j'adore. Hein. C'est un monstre. Arnold, c'est un monstre. Clairement, c'est le mec qui nous prouve que dans la vie, il y a zéro excuse. Si tu veux réussir, faut travailler. Parce que lui, il partait vraiment de 0. Ouais, c'était un immigré quoi, polonais Autrichien. Il a grandi dans le fin fond de la campagne autrichienne, sans eau courante, sans électricité. Ses parents étaient des anciens de la guerre. Enfin, son père était dans la SS et tout. Enfin, vraiment, il a vécu la misère totale pendant son enfance. Et aujourd'hui, il est Arnold Schwarzenegger. Donc, un très bon gars, et il a acheté des avions, la petite anecdote comme ça. parce qu'il avait envie. Et écoute, moi, ma dernière action, ça va rejoindre un peu Airbus, mais pour des raisons un peu différentes, Dassault Aviation. Dassault Aviation, alors pour le coup, on n'est pas sur le niveau d'Airbus en termes de chiffres, parce que là, on a des chiffres qui sont, ma foi, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas catastrophique non plus, tu vois. Quelqu'un qui me dit j'achète Dassault Aviation, pour les chiffres, à la limite, je me dirais, ouais, c'est pas dingue, tu pourrais faire beaucoup mieux, mais pourquoi pas. Donc Dassault Aviation, c'est fondé en 1929 par Marcel Dassault. Ça fait des avions, notamment des avions et des systèmes de défense aussi, je crois qu'il y a pas mal de choses que fait Dassault Aviation. Mais c'est principalement des avions, ils sont connus pour faire le Rafale, le Mirage 2000 avant lui. Donc c'est de l'aéronautique, de la défense surtout, c'est ultra spécifique. Il faut noter que le Rafale, c'est un des meilleurs avions au monde, un des meilleurs avions de chasse au monde, et que Dassault Systèmes, la branche tech et la branche logicielle de Dassault, a été fondée à la suite de la création du Rafale, puisqu'en fait ils ont développé en interne les logiciels pour concevoir le Rafale, et ils se sont dit tiens, on a des logiciels qui sont sympas, pourquoi pas les vendre à part entière, d'où le spin-off Dassault Systèmes qui est beaucoup plus intéressante que Dassault Aviation, mais bref. Et en vrai c'est un secteur qui peut être porteur dans le sens où Dassault Aviation, enfin plutôt en France, la France c'est le deuxième exportateur d'armes au monde. Oui, mais que depuis la guerre en Ukraine. Que depuis la guerre en Ukraine. Mais même avant, c'était quand même un bel exportateur. Juste avant de passer à ce point-là, on va passer sur les chiffres. Ouais. Sur les chiffres, le ROIC, 2,53%, donc là, niveau retour sur capitaux, on est à 0. Hein. On est en dessous de l'inflation. Marge opérationnelle, 7,06%. Donc là, on est au même niveau que du Airbus ou du Renault. On est très, très, très bas au niveau des marges. Chiffre d'affaires croissance sur les 10 dernières années, 7,2%. Donc là, pour le coup, on a quand même de la croissance, mine de rien. Les earnings, 11,6% de croissance sur les 10 dernières années. Donc, pas trop mauvais. Free cash flow, par contre, on n'en a pas. 0% de croissance. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été plein de fois dans le négatif. Pourquoi ? Parce que Dassault Aviation, c'est le même problème qu'Airbus, ça dépend de carnet de commandes, c'est des cycles de production qui sont très très longs, c'est souvent des contrats qui se font avec des gouvernements. Ça dépend des guerres aussi, ça dépend, des incertitudes. Alors justement, je te laisse terminer. Dassault Aviation, pour moi, il y a plein de problèmes sur cette société, on l'a vu, les ROIC, les marges et la croissance qui personnellement ne correspond pas à ma thèse d'investissement. Mais pour moi, le plus gros problème de Dassault Aviation, et ça me permet de parler du secteur de la défense en règle générale, je sais qu'il a la cote en ce moment, je sais que beaucoup de gens en France aiment foutre des entreprises de la défense dans le PEA, du Thales, du Dassault Aviation, du Airbus, du Safran. Du Rheinmetall. Du Rheinmetall. Moi, je fuis le secteur de la défense. Pourquoi ? Parce que, par définition, en fait, il n'y a pas plus cyclique que le secteur de la défense. Donc là, tous ceux qui ont acheté des sociétés de défense depuis la guerre en Ukraine, oui, vous êtes contents. Vous êtes contents, ça a fait des plus-values, ça a explosé. Mais les gars, la performance en fait de ces actions-là dépend des guerres. Les guerres, c'est pas indéfini. Il n'y a pas toujours des guerres dans le monde. La guerre en Ukraine, c'est un cas exceptionnel. Le fait que la France soit devenue le deuxième exportateur d'armes à la suite de la guerre en Ukraine, c'est un cas exceptionnel. Pourquoi ? Parce que les gens achètent plus d'armes russes, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que ça va continuer comme ça. Et en fait, c'est juste ultra cyclique. Moi, c'est pas un secteur dans lequel je mettrais les pieds, parce que la performance de ces actions dépend directement des guerres et des tensions géopolitiques dans le monde. Il n'y a rien de plus incertain que ça. C'est vraiment le truc le plus imprévisible au monde. Personne ne peut prévoir les guerres et les risques géopolitiques. Ouais, parce que oui, en ce moment, c'est momentum, mais bon, ça peut être très bien... en ce moment, ça performe.
Mais dans 5 ans, il y aura plus de guerre dans le monde et le cours de vos actions vont être divisé par 2, vous n'en savez rien. Et justement, puisque vous n'en savez rien, c'est un secteur qui est extrêmement risqué parce que personne ne peut prévoir la demande de ce secteur, puisque la demande et les ventes du secteur dépendent des guerres. Moi, ce que j'avais vu, c'est que tout ça, les entreprises comme Leonardo, Rheinmetall, Dassault Aviation, etc., c'est surtout des business qui sont vraiment endettés. Oui. Parce que quand il n'y a pas de guerre, du coup, c'est de la production, mais qui sert à rien. Enfin, il y a beaucoup moins d'exportation, etc. Là, on a vu l'Union européenne veut se réarmer, etc., veut devenir une puissance militaire mondiale. Donc oui, ça va faire tourner les usines de Leonardo, de Rheinmetall et de Dassault Aviation. Mais une fois qu'elle est armée, une fois qu'elle est équipée, en vrai, la munition, elle dure 5-10 ans si elle est bien conservée, facile. Donc je vois pas... Enfin, c'est un momentum qui peut très vite s'arrêter. Et quand ça s'arrête, ce sont des entreprises qui deviennent très, très endettées. Et qui le sont déjà actuellement, de toute façon. Et puis, alors, j'ai pas vérifié, mais je suis prêt à parier que l'État potentiellement est actionnaire aussi de Dassault Aviation. Ça m'étonnerait pas. Pourquoi ? Parce que c'est des secteurs qui sont très très stratégiques pour l'État. Par contre, la famille, je crois, elle est encore actionnaire. Ouais. C'est un bon point. Elle est toujours actionnaire de Dassault Systèmes. D'ailleurs, dans Dassault Systèmes, il n'y a pas l'État qui est actionnaire. Et Dassault Systèmes, c'est une entreprise qui est beaucoup plus prévisible, beaucoup plus rentable, beaucoup mieux en fait. Beaucoup mieux en tout cas en termes de chiffres, de performance, de rentabilité. J'ai pas regardé le dividende de Dassault Aviation, je suis pas persuadé que ce soit forcément une bonne entreprise pour le dividende, c'est pas une bonne entreprise pour la croissance, c'est extrêmement cyclique, le cours de bourse a explosé depuis la guerre en Ukraine, oui. Est-ce que ça va continuer dans le temps ? Je suis pas persuadé. Je sais pas non plus. C'est des revenus qui sont extrêmement cycliques, des bénéfices qui sont extrêmement cycliques, des dettes aussi qui sont extrêmement cycliques comme tu l'as dit. Donc pour moi, pour toutes ces raisons, Dassault Aviation et même le secteur, enfin tout ce qui touche de près ou de loin à la défense, je n'achèterai jamais. Voilà. Ok. Et c'est pas forcément pour des raisons éthiques. Tu vois, moi je suis pas du tout dans cette mentalité de me dire la guerre c'est mal, j'achète pas parce que oui, c'est des choses qui arrivent quoi. Parce que les armes c'est pas bien et j'ai pas envie de financer ça, tu vois. Chacun se fera ses considérations éthiques. Moi, je pense que les armes, ça existera toujours dans le monde. Je pense que c'est une réalité du monde. Il faut pas vivre dans un monde de bisounours et penser que la guerre n'existe pas et n'existera jamais. Donc, c'est pas pour des raisons éthiques que je n'investis pas dans le secteur de la défense. C'est vraiment purement pour des raisons pragmatiques. Et j'ai pas envie d'avoir des sociétés qui dépendent de facteurs géopolitiques complètement imprévisibles et surtout complètement cycliques. Ok. Voilà. Ok. Donc, ouais, pas. Tout simplement. Tu préfères Dassault Systèmes, toi ? Je préfère Dassault Systèmes que j'ai en portefeuille. Je sais pas si elle restera à vie dans mon portefeuille, mais c'est sûr qu'à choisir, je choisis 1000 fois Dassault Systèmes. Okay. Et Dassault Systèmes, d'ailleurs, je trouve que, pour ceux que ça intéresse, c'est une très bonne aussi option pour s'exposer à l'industrie automobile, aéronautique et même de la défense, mais de manière distante, de manière secondaire. Pourquoi ? Parce que 80% des avions et des voitures dans le monde sont construits sur des logiciels de Dassault Systèmes. Donc en fait, les Airbus, les Boeing, les Tesla, les Mercedes, et même du coup les Rafales, tout ça, ce sont des véhicules, des véhicules, je sais pas si on peut appeler des avions des véhicules, bref, on s'en fout, qui sont fabriqués grâce à CATIA, à SolidWorks, à toutes ces choses-là. Donc c'est Dassault Systèmes une manière un peu smart et un peu détournée de s'exposer à la fois à la défense, à l'automobile, à l'aéronautique, mais même à l'industrie de manière plus générale, tout en ayant une croissance beaucoup plus prévisible, des marges beaucoup plus grosses et une performance beaucoup plus alléchante. Ok. Voilà. Est-ce que tu achètes Dassault Aviation ? Ça va aller, merci. Est-ce que tu achètes Dassault Systèmes ? Non, honnêtement, pour moi, Dassault Systèmes, alors on va pas partir sur l'analyse de Dassault Systèmes, mais... on fera peut-être un deep dive dessus. Ouais, mais carrément. Mais non, mais dans la vidéo, là. Oui. Mais... Non, on est déjà à 1h40. Ouais, non... la suite dans le prochain épisode, de toute façon, je vous dirai ce que je pense de Dassault
système plus tard. Mais non, pour moi, je vais passer mon tour quand même. Puis en ce moment, je la trouve chère, en fait, tout simplement. Oh, il est super cher. Un peu J'ai fait n'importe quoi sur. un PER de 37, moi, c'est 100 mois. J'ai fait n'importe quoi sur cette action. Et puis, c'est une analyse. Mais par contre, ça peut être une entreprise qui est intéressante. Voilà. Ouais. Mais à voir. Puis elle a un mode voir. qui est très fort, je pense. Je pense qu'on fera un deep dive dessus. Ouais, ça peut être très intéressant. Ça peut être C'est un business que j'aime beaucoup, d'Assosystème. Voilà. Bon, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Les 5 étoiles, Apple Podcast, Spotify, les commentaires sur Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser des avis sur Apple Podcast, les commentaires sur YouTube, les likes, les abonnements, vous connaissez. Vous n'hésitez pas à nous dire s'il y a des idées de podcasts que vous voulez qu'on traite, parce que ce sera avec grand plaisir qu'on fera ça. D'ailleurs, on a eu un commentaire d'une personne qui nous a partagé une idée de podcast. C'était très intéressant, donc n'hésitez pas à nous partager des idées de podcast. C'est super. Voilà. Bon, bah sur ce, on vous dit à très bientôt et à lundi, tous les matins, enfin tous les 8 heures. Et nous, tous les matins à 8 heures. Et nous, on va aller manger. On va aller manger, donc tous les lundis matins à 8 heures, le café rentable. Ciao. Salut.